Bonjour à tous, Cyril Gindre, Volodalen, Laboratoire du Mouvement. Je suis heureux de vous retrouver pour cette webconf de ce vendredi soir, webconf qui est dédiée aux professionnels du sport. Alors les autres, vous avez bien sûr le droit d'être là, professionnels du sport, et puis au lien entre la performance et les préférences, préférences motrices, préférences énergétiques, on va voir ce soir. Alors j'espère que vous êtes tous en forme, que vous m'entendez bien. J'ai mis des petits écouteurs pour que le son soit encore meilleur. Alors n'hésitez pas à me laisser quelques messages pour que je sois sûr que vous m'entendez bien. Là, ça marche pas normal. Alors, donc ça commence plutôt mal. On a Eric qui me dit que ça marche pas. Les autres, est-ce que vous m'entendez bien? Bonsoir à tous. Est-ce que vous pouvez juste m'assurer que vous m'entendez? Voilà, présent. Jean est là. Salut Jean. Voilà, et c'est au top visiblement. Bon, impeccable. Alors, parfait. Charlène me dit que c'est tout bon aussi. Salut Charlène, Samuel aussi, très bien. Tiffany, voilà. Vous êtes déjà nombreux, plusieurs centaines de milliers. Non, je rigole. Plusieurs centaines. C'est déjà pas mal. Donc, merci de nouveau. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de commencer, puisque voilà, et tout le monde, Christophe, Jean, Charlène, qui est présente, parfait pour moi, pour Didier aussi. Salut Didier. Eh bien, je vous propose tout de suite de partager ma présentation. Donc, on est là une heure, une bonne heure ensemble. Et puis, pendant cette heure, je vais vous parler de préférence et je vais vous parler de performance. Voilà, je suis sur le sommaire. Et donc, on va voir ce soir, je vous propose de voir 4 points. D'abord, je vais essayer de vous expliquer que la performance maximale n'existe pas. Donc, je vais venir sur un principe qui est un principe d'opposition pour montrer qu'à l'intérieur de notre corps, eh bien, il y a des choses qui font qu'on ne peut pas produire la performance maximale. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en approcher, mais la performance maximale, c'est quelque chose qui n'existe pas en soi. Ensuite, sur un deuxième point, on fera un petit détour du côté des préférences énergétiques. Notion de fibre rapide, notion de fibre lente, et puis on fera un peu de lien avec les performances puis la manière de se comporter. Dans un troisième temps, on va aller vers les préférences motrices et puis le nouveau, le lien entre des manières différentes de bouger pour aller chercher sa meilleure performance. Donc on verra qu'il y a plusieurs chemins qui peuvent mener à Rome. Puis enfin, je terminerai par une offre exclusive, puisqu'on a passé aussi en digital la performance, qui est notre formation de niveau 1 pour les professionnels du sport, qui relie performance et préférence. Voilà. Alors, on commence. Là, il y a un athlète que vous voyez, c'est un des premiers athlètes que j'ai entraîné. Il s'appelle Jimmy, un superbe athlète de 800 mètres. Et puis, on est sur le stade à Montbéliard, pour les gens de l'Est qui connaissent. Il y a une vingtaine d'années, ça. On sort du stade, il vient de faire une séance. On est en plein mois de mai, à peu près comme maintenant. C'est les moments d'entraînement spécifiques. Donc, pour les athlètes, vous savez, quand vous faites du 800 mètres et que c'est des entraînements spécifiques, en général, ça donne un petit peu. Donc on sort, Jimmy fait plutôt une bonne séance, et là il y a un coup de fil, c'est sa maman qui l'appelle, il décroche, et sa maman affolée qui lui explique qu'il faut tout de suite qu'il aille à l'hôpital parce qu'il y a son médecin qui l'a appelé et qu'il est en train de mourir. Alors Jimmy dit c'est un peu bizarre, là je viens de faire une bonne séance, j'ai pas l'impression d'être en train de mourir. On appelle le médecin et en fait on avait demandé que le médecin fasse une prise de sang 2 ou 3 jours auparavant. Et puis dans la prise de sang, il a paru que Jimmy avait un taux de CPK. C'est une enzyme, en fait, c'est des petites enzymes qui s'appellent créatine phosphokinase. Et habituellement, cette enzyme, elle est en plein cœur du muscle. Et puis, si on la trouve dans le sang, ça veut dire que le muscle, il s'est cassé. Et quelqu'un qui s'entraîne pas, quelqu'un qui est lambda et puis qui marche, qui fait sa vie au quotidien, eh bien, cette personne-là va se retrouver avec peut-être 10, 20 de CPK. Et il s'avère que Jimmy se retrouve avec 800. Et donc 800, ça veut dire qu'il a des muscles qui se sont cassés. Et pour le médecin qui n'a pas l'habitude de voir des sportifs, eh bien, parmi les muscles qui peuvent se casser, il peut y avoir le cœur. Donc, en fait, il est en train de penser que Jimmy est en train de faire une crise cardiaque parce que ça ne lui arrive pas de trouver 800 de CPK. Alors, si vous êtes rugbyman et puis que vous êtes en équipe de France, puis que vous venez de faire un match contre l'Écosse, par exemple, eh bien, vous avez une bonne chance sur 2 d'être à 3000 de CPK. Pour que vous puissiez vous faire une idée, 3000 de CPK, ça veut dire que vous êtes couché par terre, vous avez une bagnole d'une tonne qui est 5 mètres au-dessus de vous, vous la laissez tomber, elle vous écrase et puis vous vous retrouvez à 3000 de CPK. Ça va vous arriver qu'une seule fois. Or, la moitié de l'équipe de France de rugby, après un match, va se retrouver à un niveau qui est considéré pour le commun comme létal.
Tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire, finalement que quand on vient de décider de faire une performance, de haut niveau, mais même par rapport à soi-même, hein, c'est le haut niveau de soi-même, eh bien, on est toujours dans un processus de destruction de soi. Mais on est aussi dans un processus de construction de soi. C'est-à-dire qu'il y a en même temps un catabolisme important. Catabolisme, c'est-à-dire le corps qui se détruit. Mais vous pouvez vous permettre de détruire votre corps. Pour quelle raison? Parce que vous avez le schéma opposé qui s'exprime en vous. C'est-à-dire vous avez un énorme anabolisme, une grande capacité à construire du muscle. Donc Jimmy, ce jour-là, il avait aucun problème. 800 pour un athlète de son niveau, c'est habituel quand vous êtes dans un entraînement intense. Simplement, il savait très bien récupérer, donc il pouvait sans aucun problème détruire. C'est la balance entre les deux qui vous donne le schéma d'un athlète qui est en train de devenir. Ce premier principe, on a la même chose sur la douleur et puis le plaisir. Vous savez très bien que des gens qui sont pas du tout sportifs, quand ils voient des gens qui vont faire un ultra trail, 100 km, 120 km dans la montagne, 10 km de dénivelé, ils vont se dire, mais ils sont complètement masos, ceux-là. Eh ben, pas du tout, parce que si vraiment ils étaient masos, pourquoi ils s'embêteraient à courir pendant 15 heures, 20 heures, 25 heures? Ça n'aurait pas de sens. Il ferait mieux de mettre leurs mains sur la table, de prendre un marteau, puis de s'écraser la main. Et ils vont pas le faire. Donc, si ils vont faire accepter d'avoir de la douleur, c'est pourquoi? Tout simplement parce que courir, ça leur produit un énorme plaisir. Donc, de nouveau, chacun va chercher une balance entre des systèmes opposés et cette balance qui lui convient bien pour continuer à être et devenir. Voilà, ces systèmes de balance en soi montrent déjà que la personne qui croirait que plus j'en fais, meilleur je suis, eh bien, il n'aurait pas compris comment le corps fonctionne. Puisque rien que parce que vous avez cette balance, eh bien, vous vous rendez compte que plus vous pouvez récupérer, donc plus vous pouvez faire de l'anabolisme. Donc l'anabolisme, c'est bien manger, c'est bien dormir, c'est avoir du temps pour récupérer. Et là, vous pouvez beaucoup vous dépenser. Eh bien, plus vous pouvez faire ce schéma d'équilibre, donc plus vous pouvez récupérer, plus vous allez pouvoir travailler. Ne croyez pas que les arbres montent au ciel, ils s'arrêtent toujours à un moment. Ils s'arrêtent parce qu'en eux vit des systèmes opposés. Je pense que vous avez compris que je vais commencer à faire le lien entre ces systèmes opposés et ce qu'on appelle des préférences. Pour vous montrer ça, ces notions de système opposé, je vous demande de regarder ce beau gros bébé là. Voilà, là, il est en train de battre le record du monde. Alors, je ne sais pas si c'est officiel, c'est peut-être pas officiel, hein, de squat. Donc, vous voyez déjà, hein, si vous aimez faire du profilage, vous voyez déjà qu'en général, la force, ça va avec la largeur de muscle. Et voilà, il a 525 kilos sur les épaules. Et regardez, là, vous dites, il donne tout, hein, on le voit qu'il donne tout. Il a la tête qui est toute rouge, il va repartir, il est bienvenu à 90 degrés, à 90, il est en train de remonter, et bam, il est content, il a battu le record du monde, 525 kilos. On voit qu'il a tout donné. Au moment où il est sous cette barre et où il va pousser le plus possible, vous avez seulement 50% à 80% de ces fibres musculaires des cuisses qui fonctionnent. Donc vous avez bien entendu, au moment où il va produire sa performance maximale, quasiment la moitié de son quadriceps ne fonctionne pas. Il est complètement en repos. Donc quand vous allez tout donner, en fait, vous allez donner que la moitié. Vous connaissez le fameux mur du marathon. Donc, ce moment où vous êtes au mur du marathon, tout le monde dit que vous n'avez plus du tout de réserve musculaire, que votre glycogène, le sucre que vous avez dans les jambes a complètement disparu. Il reste toujours au moins un quart. Donc, le vivant, il va jamais à sa limite. Il y a eu des éléments qui ont été rapportés plusieurs fois, en fait, qui montrent que la seule chose qui vous permettrait, par exemple, d'aller à la limite de votre schéma musculaire, c'est de prendre un éclair sur la tête. Alors, vous allez dire, bah, tu veux tuer tout le monde ce soir. Et dans le cas où vous prendriez un éclair sur la tête, tous vos muscles vont se contracter. Et en se contractant, ça a été montré plusieurs fois, ça a été ramené, rapporté par les médecins, c'est des choses vraiment prouvées là. Eh bien, vous pouvez avoir l'os de la cuisse qui est coupé en deux. C'est-à-dire qu'il va être cassé tellement votre force musculaire est importante si le corps était fait pour pouvoir donner toutes ces possibilités. Mais il n'est pas fait pour ça, parce que sinon, ça voudrait dire que dès qu'il va donner toutes ces possibilités, il n'aura plus de possibilité de s'équilibrer, et donc sa performance maximale sera le moment où il va tout donner, donc mourir. Il n'aura plus de possibilité de régulation. Ce schéma des opposés en nous, on le voit à chaque niveau de notre être. Là, je prends des niveaux les plus moléculaires. Vous savez, la plupart d'entre vous savent que l'énergie de la vie à 99,95% s'appelle l'ATP, c'est une molécule qui est en nous. Puis quand on hydrolyse cette ATP, quand on la casse en deux, eh bien, elle va produire l'énergie qui nous permet de vivre, de nous reproduire et qui nous permet de bouger. Donc, vous avez cette petite molécule d'ATP qui vous donne l'énergie.
Ce qu'on ne dit pas le plus souvent, c'est qu'elle produit plein d'autres sous-molécules. Parmi ces autres sous-molécules, vous avez par exemple le H+. C'est quoi le H+? C'est le proton d'hydrogène. Et le proton d'hydrogène, ça fait quoi en nous? Eh bien, ça crée de l'acidité. Et cette acidité, elle fait quoi? Eh bien, elle empêche le muscle de fonctionner. Donc, au cœur même de la molécule d'énergie qui nous fait avancer, vous avez des molécules qui nous empêchent d'avancer. Chaque fois que vous faites un pas, vous avez en vous quelque chose qui vous dit « Ok, calme-toi, fais pas le pas suivant ». Ces mécanismes d'opposition, on les retrouve partout. Si vous prenez une fleur et puis si vous prenez une guêpe, par exemple, eh bien, la fleur, elle va attirer la guêpe déjà par ses couleurs, par ses odeurs. Une fois que la guêpe va arriver, eh bien, elle va le balancer une vieille odeur qui pue pour la faire partir. On se dit, mais c'est complètement contradictoire. Comment ça a été constitué, ce truc, pour en même temps attirer et conjointement repousser? Eh bien, si on prend en termes évolutifs, c'est vachement avantageux pour la fleur parce qu'elle fait venir l'abeille ou la guêpe. Hop, elle lui met ses petits pistils, des choses comme ça qui vont lui permettre de se reproduire. La guêpe, si elle était là et puis qu'elle restait à camper, eh bien, il n'y aurait pas d'autres guêpes qui pourraient venir. Et donc, normalement, la guêpe, elle repart avec du pollen, puis elle repart avec des choses qui permettent à la fleur de se reproduire. Elle va chercher une autre fleur et donc, elle autorise à la fleur de se reproduire. Et donc, c'est un gros avantage pour la fleur de faire venir et de faire repartir pour multiplier la quantité de possibilités de reproduction. Donc, de nouveau, construit sur des systèmes opposés, le vivant peut s'équilibrer et peut devenir. Il peut en même temps exprimer sa puissance et en même temps exprimer sa limite. Et ça crée quoi? Ce qu'on appelle un équilibre par déséquilibre. Vous faites des déséquilibres rattrapés et comme vous les rattrapez avec des opposés, eh bien, vous vous équilibrez. Là, je vous donne le cas pour un écosystème et en nous, on en a des centaines et des centaines de régulations de ce type-là. Imaginez, vous avez un champ avec du blé et puis il y a plein de rats qui viennent le manger. Les rats, comme ils ont plein à manger, ils vont se mettre à se reproduire, il va en avoir plein. S'il y a plein de rats, il y a de fortes chances qu'il y ait un renard qui arrive, qu'il y ait un prédateur des rats qui arrive. Le renard qui va arriver, alors il va faire bonbon, s'il va en manger plein, il va se reproduire. Il y en a d'autres qui vont venir parce qu'ils vont se dire ici, il y a des bons repas. Donc il y aura de plus en plus de rats. Plus il y aura de rats, plus ils vont plus de renards, pardon. Plus il y aura de renards, plus ils vont manger les rats, ben, moins il y aura de rats. Puis comme il y aura moins de rats, ben, il y aura moins à manger pour les renards. Donc les renards, ils vont plutôt mourir, ou alors ils ne vont pas pouvoir se reproduire. Donc il y aura moins de renards. S'il y a moins de renards, il y a plus de rats, et ainsi de suite. Et comme ça, je répète, dans notre corps, on en a plein. Donc, par proportion de montée et descente de population, vous avez un écosystème qui s'équilibre tout seul. Que l'écosystème soit une forêt, que l'écosystème soit notre corps, on est exactement dans le même processus. Donc, en nous vit des systèmes opposés, et ces systèmes opposés nous permettent de nous équilibrer. Attention, il ne suffit pas seulement qu'ils soient opposés, il faut qu'ils puissent discuter. À partir du moment où ils peuvent discuter, ils vont établir une espèce de démocratie participative, comme on les connaît chez nous. C'est pour ça que les démocraties, en général, ce n'est pas un mauvais système. Donc, ça permet de s'opposer, ça permet de discuter pour trouver quoi? Ce qu'on appelle un optimum, c'est-à-dire un espèce d'entre-deux. Alors, en Suisse, ils connaissent bien ça. En France, c'est plus difficile à trouver l'optimum. C'est une anecdote, hein. C'était pour rire. Donc, mais on essaie de trouver un point d'équilibre. Ce point d'équilibre nous permet de comprendre, là, ce que vous avez devant vous, c'est en abscisse, c'est-à-dire en bas, la quantité d'exercices que vous allez faire. Donc, imaginez que vous allez plus vers la droite, et donc, ça veut dire que vous êtes en train de faire plus d'exercices chaque jour. Et puis, à la verticale, ben, vous avez, par exemple, l'occurrence des blessures. Mais on pourrait mettre la quantité de bonheur, on pourrait mettre la quantité de bien-être, on pourrait mettre plein de paramètres qui définissent notre manière d'être dans le monde. Et vous vous rendez compte que quand vous faites rien, ben, c'est pas terrible. Vous n'êtes pas très heureux ou alors vous avez une occurrence des blessures qui est pas terrible. Puis vous commencez à vous entraîner, vous commencez à bouger et là, ça s'améliore. Donc là, il faut bien penser que dans la courbe, c'est que ça baisse. Ça s'améliore jusqu'à un point de quantité d'exercice à partir duquel vous avez atteint votre optimum, l'endroit où vous êtes le mieux, l'endroit où vous pouvez vous épanouir. Si vous allez encore plus loin, alors ça va se dégrader. L'ensemble du vivant est construit selon ces systèmes d'optimum, ces espèces de courbes en cloche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cela même, dans la discussion entre les opposés, qui me construit, est susceptible de me détruire. Si je crois qu'il y a une règle qui est juste, si je pense que plus je m'entraîne, plus je vais être fort, au début ça va être vrai, ça va toucher mon émotion, parce que je vais bien me rendre compte qu'en passant de 20 à 40 km par semaine, eh bien je vais m'améliorer.
et je vais me dire: «Je tiens enfin la vérité», je passe à 80. Là, on a eu le cas avec, le confinement, on vient de revoir des athlètes et puis on a 2 sur 3 qui se sont blessés parce qu'ils ont profité de ce temps pour faire plein d'entraînements et puis il y en a plein qui sont blessés juste par la quantité d'entraînement qui est devenue soudain trop importante. Le corps n'a plus la possibilité de s'adapter et donc ils sont passés du côté noir de la force. Donc cela même qui peut me construire va aussi me détruire. Ça s'appelle un effet dose. Donc, de nouveau, abandonnons toute vue selon laquelle il y aurait une vérité qui s'appliquerait ex nihilo et puis qui vaudrait pour toujours. Gardons plutôt un schéma de représentation de notre rapport au corps, de notre rapport à la performance que, par exemple, plus je récupère, plus je peux travailler. Voilà. Oublions le plus j'en fais, meilleur je suis. Pourquoi? Parce que le vivant ne fonctionne pas sur cette thème. Voilà, je vous montre un autre graphique qui donne des effets d'optimum. Ça, c'est les graphiques qui datent de 1952. Et puis, on a regardé, les scientifiques ont regardé, il s'appelle Högberg, le gars, ils ont regardé quelle était la longueur des foulées, donc la cadence optimale des foulées, et puis quelle était en ordonnée, ce que vous voyez vers le haut, la consommation d'oxygène. Donc, plus ça monte en consommation d'oxygène, ça veut dire que moins vous êtes efficace. Donc, ils ont demandé aux gens de changer leur longueur, de changer leur cadence, et puis ils ont regardé quand ils étaient le plus efficaces. Et puis, le petit point bleu que vous voyez, ben, c'est la cadence qui a été spontanément choisie par les sportifs. Dit autrement, un sportif qu'on fait bouger, il choisit spontanément, sans aucune réflexion, la cadence qui lui permet d'avoir le meilleur rendement. Et cette cadence, ce meilleur rendement, c'est un endroit qui est son optimum. Vous le faites bouger de là, vous lui demandez une cadence plus élevée ou une cadence plus basse, eh bien, il est sorti de sa préférence. La cadence, c'est une préférence naturelle, motrice. Il est sorti de sa préférence et donc il va se mettre à dépenser plus d'énergie. J'insiste quand même parce que ça fait juste 70 ans qu'on le sait. Donc, le 180, vous avez déjà entendu dire qu'il faut courir à 180. À mon sens, dès qu'on vous donne, moi je fonctionne comme ça, si on vous dit qu'il y a une vérité qui s'appelle 180, ou même si elle s'appelle 40, si elle s'appelle 80, si elle s'appelle 60, peu importe, partez en courant, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Mais comptez pas vos nombres de pas. Donc 180 par minute, ça veut rien dire. Ça n'a aucun sens en fait. Et je répète, ça fait plus de 70 ans qu'on le sait. Nous avons des optimums. Le système humain, le système vivant, il est fait pour survivre. Et donc, il n'aurait pas choisi un truc qui lui correspond pas. Sinon, on serait même pas là pour en parler. En revanche, et là on le voit sur ce graphique, eh bien, on observe juste que les optimums, c'est pas les mêmes pour tous. On peut très bien avoir un athlète qui a un optimum à 3 ou 4 heures d'entraînement par semaine, quand il y en a un autre qui va être à 12 heures d'entraînement par semaine. Et là, il a son optimum. Donc, on a chacun son propre optimum, sa propre zone personnelle de développement qui n'est pas la zone de l'autre. Donc, on va être plutôt à la recherche de sa propre zone. Donc, cette première introduction, elle me dit quoi? Elle a deux grandes implications. La première grande implication, c'est que le modèle unique, il est mort. La vérité, elle n'est pas absolue. Et si vous trouvez des vérités absolues, alors amenez-les-moi, ça m'intéresse. Bien sûr, on peut amener des vérités à la marge, c'est-à-dire qu'on va dire que si vous cherchez à courir un marathon sur la tête, ça ira moins bien que sur les jambes. Là, on est tous d'accord. OK. On va dire que à plus 60 degrés, tout le monde a chaud, puis à moins 60 degrés, tout le monde a froid. Certes. Mais maintenant, on nous intéresse de notre schéma de vie habituel. À 15 degrés, certains ont froid, alors que d'autres ont déjà chaud. Donc là, ça de la vérité, dans l'espace où la vie s'épanouit, elle devient relative à chacun. Elle n'est pas absolue, elle est relative, donc il faut penser en fonction d'une personne, sa zone d'être et sa zone de devenir. Or, en Occident en tout cas, on n'est pas armé pour penser comme ça. On a toujours cru, notre langage, notre manière de penser nous amène à croire à des grandes règles et à des grandes vérités. C'est le bien ou c'est le mal, c'est juste ou c'est faux. Je vous montre comment, avec un tout petit exemple, de quelle manière on n'est pas habitué à penser de manière relative. J'ai une voiture rouge, vous voyez ma petite voiture rouge, et puis ma petite voiture rouge, eh bien, elle consomme, ou alors j'ai ma voiture bleue qui consomme 50% que ma voiture rouge. Si je vous pose la question de dire ma voiture rouge, elle va consommer combien? Donc je le refais. Voiture bleue consomme 50% de plus que la rouge. La rouge, elle consomme combien par rapport à la bleue? 9 personnes sur 10, vous allez être 8 ou 9 sur 10 à dire que la rouge, elle consomme 50% de moins que la bleue. Et les 8 ou 9 sur 10, vous allez avoir faux. Si je dis que ma voiture bleue consomme 50% de plus que la rouge,
Eh bien, la rouge, elle consomme pas 50% de moins que la bleue. Je vous le montre avec un petit exemple. Imaginons que ma voiture rouge, elle consomme 4 litres. Eh bien, 50% de plus que 4 litres, ça fait 6 litres. Et si vous croyez que la voiture rouge consomme 50% de moins, ben 50% de 6 litres, ça fait 3 litres. Donc, le pourcentage, on a du mal à le manipuler. Pourquoi? Parce qu'il s'applique à une réalité qui est différente. Donc, si en Occident, la plupart à ce tout petit truc, on répond faux, c'est parce qu'on n'a pas eu l'habitude de penser de manière relative. Penser de manière relative à un sportif, c'est pas lui dire qu'il faudra absolument qu'il fasse 100 kilomètres par semaine, parce qu'en dessous de 100 kilomètres, il sera pas bien. Alors tout ça, ça nous mène en fait sur ce qu'on appelle, c'est un des concepts qu'on utilise dans les préférences, c'est un curseur des polarités. On se rend compte que notre être, notre rapport au monde est structuré selon des curseurs, c'est-à-dire des espèces de continuums qui sont bornés par des polarités, donc par des principes opposés. Je vous l'ai dit, c'est là que se structure, c'est là que se construit, c'est comme ça que s'équilibre la vie. Mais elle ne s'équilibre pas de la même manière pour tout le monde. Là, je vous ai mis plusieurs curseurs, puis je vous ai mis à peu près moi où je suis positionné. Donc le premier curseur, c'est est-ce que je préfère me mettre en équilibre avec mon poids sur l'arrière ou avec mon poids sur l'avant? Un poids sur l'avant, c'est ce qu'on appelle les aériens. Ben, en ce qui me concerne, je suis aérien, donc j'ai plutôt un équilibre qui est meilleur avec le poids sur l'avant. On va en voir les implications en termes de performance. Est-ce que je préfère le rebond ou est-ce que je préfère utiliser la poussée avec mes cuisses? Eh bien, je préfère le rebond. Est-ce que je suis plutôt de type rapide ou de type endurant? Bah, je suis à peu près au milieu du curseur. Donc là, je vais être très adaptatif. Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui, dans ma vie, est organisé ou plutôt adaptatif, donc un peu moins organisé? Bah, je suis plutôt un peu moins organisé. Est-ce que je préfère le matin, le soir? Je préfère le soir. Est-ce que je préfère le chaud, le froid? Voilà. Donc, on peut prendre des comme ça. Une fois qu'on a compris qu'on est structuré sur des opposés, je peux vous en prendre, mais alors des dizaines et des dizaines. Vous allez voir que vous avez une oreille qui n'est pas la même que l'autre, deux narines qui ne sont pas les mêmes, deux yeux qui ne fonctionnent pas de la même manière. Tout ça, c'est des espèces de polarités qui sont en vous. Un côté droit qui n'est pas le même que le côté gauche. Et ces polarités, selon l'endroit où vous va être placé, eh bien, on appelle ça des préférences. Ça caractérise votre être, ça caractérise votre être au monde. À ce moment-là, ce que je vous propose, c'est que si vous êtes devant votre ordinateur, c'est de bouger un tout petit coup. Alors, je vais arrêter le partage et puis je vous propose d'aller regarder ce que c'est en fait entre le rapide et puis le moins rapide. Est-ce que vous êtes plutôt en fibre rapide, plutôt pas trop en fibre rapide? Un test qui est très efficace en fait pour voir si vous êtes plutôt fibre rapide ou pas rapide, c'est de faire un test de détente. Donc vous cherchez, en fait, vous pouvez vous mettre debout et puis vous allez chercher à sauter aussi haut que possible. Et puis si vous trouvez que vous sautez haut, eh bien, il y a une forte probabilité que vous soyez plutôt quelqu'un de rapide. Puis si vous décollez pas du tout du sol ou très peu, il y a une forte probabilité que vous soyez pas quelqu'un en fibre rapide. Alors je peux vous le faire. Le test, il s'appelle contre-mouvement jump. Voilà, j'espère que vous voyez. Vous êtes comme ça, vous mettez les mains ici, puis vous allez chercher à aller le plus haut possible. Donc j'y vais, hop, hop, voilà, j'ai perdu mon écouteur. Voilà, je suis à peu près, je sais pas moi, 35, 40 cm. Je peux le refaire encore une fois. C'est quelqu'un qui est fibre intermédiaire, on va dire. Quelqu'un qui serait fibre lente, eh bien, lui, il serait plutôt à faire ça. Il donne tout ce qu'il a. Vous vous souvenez des préférences et les endroits où j'essaie de tout mettre, puis en fait, ça répond pas. Donc, vous êtes en train de faire ça et vous faites et puis en fait, vous décollez pas. Alors, je peux pas vous le faire en fibre rapide parce que je suis pas assez performant pour le faire. Quelqu'un qui est fibre rapide, il va être par exemple à 50, 60 cm du sol. Quelqu'un qui va être en fibre lente, eh bien, il va être à 20 cm du sol. Et ça va changer sa manière d'être quand il va pratiquer une activité. Mais ça va changer de manière radicale. C'est ce qu'on appelle une préférence énergétique. Voilà, je suis arrivé à mon point 2. Donc, préférence énergétique, je vais vous donner 2 ou 3 situations de sportifs qui sont plutôt fibre lente, dans des sports différents. Et puis, on va regarder comment ils se comportent. D'abord, c'est cette personne qui fait du golf et puis qui, comme plein de personnes au golf, mais comme plein de personnes un peu partout maintenant, ont envie d'aller vite. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de gens qui ont envie d'aller lentement, mais il n'y en a pas beaucoup. Dans une société de la vitesse, tout le monde se dit qu'il faut aller vite. Au golf, ça veut dire quoi, aller vite? Ça veut dire taper fort, c'est-à-dire exprimer de la puissance pour envoyer la balle le plus loin possible. Si vous allez sur un driving, eh ben, vous allez voir qu'il y a plein de gens qui essaient de taper fort. Et puis, on la regarde taper et on observe. Alors, j'en ai d'autres de vidéos où c'est un petit peu plus présent. On observe qu'elle a une petite tendance, en voulant taper fort, et encore sur celle-là, ça allait, elle a une petite tendance, hop là, c'est ici que ça arrivait,
elle a une petite tendance à perdre l'équilibre. Donc imaginez, vous voulez aller fort, mais en fait, vous n'avez pas les muscles pour aller fort, donc pour aller vite. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez exprimer une tentative de force par la volonté. Vous allez essayer de tout donner, vous allez partir comme ça, vous allez... Et donc, vous allez déjà monter, vous allez être dans le backswing en allant vite, en espérant en fait que ça puisse revenir vite sur la balle. Sauf que quand vous faites ça, eh bien, en tout cas, quand cette sportive fait ça, elle arrose de partout. Non seulement elle arrose, mais en plus, elle va pas loin. Donc, qu'est-ce qu'on proposerait habituellement? Habituellement, on va dire à la personne pour encore aller plus loin, ça s'appelle le facteur X en golf. On va dire, va chercher encore plus loin derrière, parce que tu es un peu une 2 chevaux, tu n'es pas une super Ferrari. Et donc, la 2 chevaux, il va falloir un petit peu plus de temps pour accélérer. Donc, on va proposer, en termes physiques habituels, d'augmenter ce qu'on appelle le chemin de lancement. C'est-à-dire, on va lui dire, accélère sur plus long, comme ça te permettra d'aller plus loin. Or, si on regarde ce que ça donne, là, il s'avère que c'est une sportive qu'on a prise avec de la 3D. Là, vous avez plein de chiffres, mais vous en faites pas, c'est pas si compliqué que ça. Nous, ce qu'on lui a proposé à cette sportive comme solution, c'était plutôt l'inverse. C'est de se poser, d'arrêter d'utiliser ce qu'on appelle le système excitateur, orthosympathique, d'arrêter de vouloir aller vite. Son corps était fait plutôt pour aller lentement, de se poser et puis d'envoyer son coup. Et on observe que, alors c'est en bas à gauche de votre écran, on observe que en faisant ça, eh bien, elle a eu un backswing qui était beaucoup plus court. Donc, elle allait chercher moins loin. Et pour autant, quand vous regardez la vitesse max, c'est la première ligne du tableau, eh bien, elle a augmenté sa vitesse max de 20%. Donc, on a une 2 chevaux qui accélère moins longtemps et qui va plus vite. Je vous dis après comment c'est possible. Alors, regardez ce qu'était la durée du backswing, je vous l'ai dit, moins 20%, et ce qui était la longueur qu'elle a atteinte, plus 25%. Donc, elle était avec un fer 7 aux alentours de 70 mètres, et puis à l'arrivée, 70-80 mètres, elle arrivait à 100 mètres. Et en plus, elle était reproductible. Tous les golfeurs savent que c'est assez compliqué d'être reproductible. Comment c'est possible? C'est-à-dire, ça défie toutes les lois physiques, si on ne comprend pas le mécanisme de fonctionnement humain. Elle va chercher moins loin derrière. Elle n'a pas de capacité d'accélérer. On lui dit de faire plus lent et au final, elle est plus rapide, elle est plus longue et puis elle est plus précise et plus reproductible. Pour quelle raison? La raison, elle vous est donnée par cette petite pyramide, ce qu'on appelle la pyramide des priorités dans le cadre des préférences. Et la pyramide, elle vient se structurer selon des priorités. La première, c'est d'avoir de l'énergie. La deuxième, c'est d'être en équilibre. Troisième, c'est l'émotion, d'avoir le bon rapport entre plaisir et douleur. Et la quatrième, c'est l'efficacité. Si je cherche absolument à aller loin, j'essaie de faire appel à un principe d'efficacité alors que mon corps ne dispose ni de l'énergie rapide pour le faire, et c'est là qu'est le problème, ni de l'équilibre. Pourquoi? Parce que j'essaie de compenser une énergie que j'ai pas en allant encore plus vite. Et dans le backswing, ça me fait perdre mon équilibre. C'est un des principaux problèmes, un des principaux soucis mis en œuvre par un grand nombre de golfeurs. Je perds l'équilibre dans le backswing. Perdant l'équilibre dans le backswing, mon corps n'est plus coordonné, parce que la coordination et l'équilibre, pour nous, c'est exactement la même chose. Et comme il n'est plus coordonné, il n'est pas efficace. J'ai tout donné et j'ai pas monté, j'ai pas avancé, je suis pas allé loin. Donc, dans la pyramide, on doit s'assurer en priorité qu'on est équilibré pour ensuite être efficace. Premier exemple de quelqu'un qui agit hors de ses préférences énergétiques. Donc, quelqu'un qui veut absolument aller vite alors que son corps est fait pour se poser et aller de manière plus lente. Et allant de manière plus lente, elle peut aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'elle va être plus précise, elle va être plus équilibrée, plus coordonnée. Et donc, toutes les masses pourront s'appliquer dans la balle à un endroit précis qui va lui donner un transfert de masse et donc de la longueur. Je prends maintenant le cas pour la course à pied. Bien sûr, tous les coureurs, comme tous les sportifs, ils ont envie de trouver de la puissance, du dépassement, de la performance. Et puis, 7 fois sur 10, ils vont pas y arriver. C'est-à-dire 7 fois sur 10, ils vont vivre la déception. Comment on le sait? Parce qu'on a fait des milliers de mesures sur des gens qui souhaitaient faire une performance sur marathon. Et puis, il y en a plein d'autres qui l'ont fait. Il y en a eu dans le cadre du marathon à Nice. Il y a eu, nous, on l'a fait à Paris. Donc là, on a des milliers de mesures qui montrent toutes la même chose. C'est que si on demande à une personne quelle performance vous souhaitez faire, eh bien, cette personne-là, elle va pas réussir à faire sa performance 7 fois sur 10. Donc, on a 7 chances ou malchance, mais c'est 7 fois, on va échouer quand on va se dire, je souhaite faire 4 heures au marathon. En moyenne, on va faire 4h19. Et d'année en année, ça se reproduit et ça ne change pas.
Donc là, voilà, vous avez le graphique des résultats par rapport à ce que les gens attendaient sur 2 marathons, Paris 2017, Paris 2007, pardon, Paris 2011. Vous n'avez que 15 à 20% des gens qui ont réellement atteint leur objectif. Les gens qui sont satisfaits, donc là j'ai mis dans satisfait des gens qui sont 5 minutes plus lents que leur objectif, sont à peu près aussi une quinzaine de pourcents, ce qui nous redonne les 30-33% de gens qui sont proches de l'objectif. Ensuite, vous avez une quinzaine de pourcents de gens qui sont déçus. La catégorie reine, c'est ceux qui sont à la peine, c'est-à-dire qu'il y a quasiment 30% de gens qui vont faire entre 17 et 30 minutes de plus que ce qu'ils ont prévu. Et puis la catastrophe, c'est pour 20%. Donc voilà, ça nous donne 66% d'échecs. Souvent, quand on dit ça, les gens vont se dire « Ah, mais c'est parce que je me suis mal entraîné » ou alors « Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. » Or, si on fait s'entraîner ces personnes avec des coachs, les coachs qui ont fait les 5 ans d'université, qui vont faire des tests VMA pour bien fitter, parce qu'on va se dire « Les gens se sont surestimés, ils n'ont pas choisi le bon objectif. » Eh bien, si vous faites les mêmes choses, là, on a fait ça avec un groupe de 50 coureurs, suivis par des coachs avec plein de tests pour s'assurer qu'ils étaient bien sur les bonnes allures, eh bien, ça n'a rien changé. Vous faites ça sur des coureurs seuls qui souhaitent faire 4 heures, ils font 4h19, et vous faites ça avec des coureurs encadrés par des coachs, et ils font aussi 4h19. Donc là, sur les 50, on n'avait que 10 qui avaient réussi à atteindre leur objectif. Et ce que vous voyez devant vous dans ce graphique, c'est en abscisse, à la verticale, hein, vous avez la vitesse. Alors, il faut prendre dans le sens inverse. Plus vous descendez, plus ça va vite. Et puis, vous avez en abscisse, ici à l'horizontale, donc là, c'était l'ordonnée, ici, vous avez l'abscisse, eh bien, vous avez la quantité de kilomètres. Donc, plus vous voyez que la courbe, elle est monte, plus ça veut dire que la personne, le groupe ralentit. Plus la courbe, elle descend, plus il accélère. Bah, regardez, là, c'est séparé en 3 groupes. Le groupe rouge, bah, eux, ils se sont pris la grosse gamelle, 40 minutes de plus que ce qu'ils souhaitaient. Le groupe bleu, ils ont fait 18 minutes de plus, donc la moyenne du désastre habituel sur le marathon. Et puis le groupe vert, eux, ont réalisé leur objectif. Ce que l'on voit, c'est que le groupe qui est le plus catastrophique, c'est le groupe qui a cru qu'on pouvait gagner au loto. Donc, quand vous jouez au loto, vous perdez. Eh bien, c'est la même chose quand on fait un marathon. Ils sont partis, normalement, la petite ligne que vous voyez en pointillé, ben, ça, c'est la ligne de l'allure qu'ils auraient dû tenir pour faire leur objectif. C'est-à-dire, les personnes se sont programmées, ils se sont entraînés pour partir à 5 minutes 50 et ils sont partis à 5 minutes 15. Ça s'appelle du suicide. Pourquoi ça se passe comme ça et pourquoi ça fait 40 ans que ça dure alors que tout le monde le sait? Parce qu'on a des éléments en nous, psychologiques, des éléments aussi physiologiques, il y en a 6 ou 7, je ne vais pas passer dans le détail, qui font que ce jour-là, on n'est pas rationnel du tout et on va à fond, à fond, à fond. On croit que le bonheur va arriver, on croit qu'on va gagner au loto, on a tous ça un petit peu, on est un peu dans un mode imaginaire et en fait, on ne va pas gagner. Chaque minute qu'on va prendre au départ, on va la multiplier par 5 de ce qu'il faudra rendre à l'arrivée. Et si vous regardez bien, on le sait, dès le 15e kilomètre, dès le 15e kilomètre pour ce groupe qui va partir à la dérive a déjà commencé et elle ne se rattrapera plus. Voilà, donc on a une tendance, si on échoue dans les courses d'endurance, c'est d'abord, bien sûr, il y a d'autres paramètres, mais c'est en priorité pour une raison, c'est parce qu'on part trop vite et qu'on n'arrive pas en fait à se dire qu'il faut aller beaucoup plus lentement. On se pose plein de questions, savoir s'il faut faire du fractionné court, du fractionné long, plein de questions techniques. En fait, on ne sait pas gérer notre énergie. Et c'est la première, si je reviens sur ma pyramide des priorités, la première priorité de tout être vivant, c'est d'être capable de gérer son énergie. Et en fait, on a faux sur cette gestion de l'énergie. On a faux dans le cadre du swing sur l'équilibre qu'on se donne, alors qu'on cherche à être performant, on fait ce qu'il faut pour ne pas l'être. Voilà. Donc, de nouveau, on revient. Les gens qui se trompent quasiment pas sur cette manière de faire, eh bien, c'est des gens comme ce bon monsieur. Ce bon monsieur, il s'appelle Christophe. Là, vous allez le voir, il va courir devant vous. Pour les gens qui savent déjà ce que c'est que les motricités terrienne aérienne, vous voyez que le gars, il vole pas. Hein. Donc, il a plutôt tendance à passer en talon, à être bien fléchi, bien à plat. Donc, c'est un bon coureur terrien. Et c'est un bon fibre lente. J'étais avec un groupe de coureurs et puis pendant une semaine ensemble, et on voyait bien qu'il courait pas très vite. Donc, personne l'interrogeait. Il était un peu introverti en plus, donc il a rien dit. Jusqu'au dernier jour où je me suis rendu compte, en fait, que ce monsieur, c'était un des hommes qui a le plus couru sur cette planète. Il a fait la Trans-Europe. Trans-Europe, c'est juste une rigolade, c'est 5000 kilomètres à faire à peu près en moyenne à 80 kilomètres par jour avec pas de jour de récupération. Il a fait la Transamérica. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui est un hyper coureur.
Et juste pour vous montrer, donc c'est quelqu'un qui est adapté à gérer son énergie. Juste pour vous faire rigoler, là, au moment où il passe devant moi, c'est moi que vous voyez derrière avec la casquette quand j'étais légèrement plus jeune, au moment où il passe devant moi, je lui dis de switcher en aérien. Donc regardez bien, hein. Là, il est dans sa course normale, là, je lui dis, hop, aérien. Vous avez vu? Il se passe rien. Donc, et lui, il était persuadé d'avoir switché en aérien. Donc tout ça pour vous dire quoi? C'est quelqu'un qui a une motricité terrienne, qui est fibre lente, ça s'appelle les champions de l'économie. Alors bien sûr, il n'arrive pas à s'adapter à d'autres choses que ça. En revanche, en termes d'économie d'énergie, ce sont ces gens qui sont les champions du monde parce que tous les orientent à ne pas dépenser. Il faut vraiment être dans une société de l'hyper-dépense pour croire que c'est en venant faire du tri sélectif, de la récupération d'énergie qu'on va s'en sortir. Ce qui permet de justement être vraiment économe, c'est de ne pas dépenser. C'est pas de récupérer l'énergie. Et les gens qui le savent, c'est les gens comme Christophe. Donc, qui ont des fibres lentes, eux, vous les lancez sur les marathons, ils se plantent jamais. Pourquoi? Parce que tout leur corps les amène vers le fait déjà d'aimer aller dans le lent. C'est ce qu'on appelle un style d'entraînement LSD, en référence à ce qui passait dans les années 60 et puis 70. Mais là, ça veut dire long, slow distance. Donc, c'est des gens, vous les laissez partir, jamais ils vont faire du fractionné. Ça les intéresse pas, ça leur plaît pas. Ils aiment faire des longues sorties dans cette espèce de sillon du plaisir qui est un sillon équivalent. Et donc, c'est des gens qui sont les pros de l'économie. On peut le voir, par exemple, sur les performances de Christophe sur Marathon des Sables. Bien, sur ce Marathon des Sables, là, on voit que sur l'épreuve qui est la plus longue, qui est la 4e, eh bien, il termine 25e de tous les concurrents. Puis sur l'épreuve qui est la plus courte, eh bien, là, il est 250e. Et pour lui, il dit, mais les gens, ils croient que Marathon des Sables, c'est 6 étapes, ce n'est qu'une. C'est la 4e. C'est celle-là qu'il faut réussir. Voilà, ça s'appelle les champions de l'économie. Dernier exemple, et puis ensuite on passe aux préférences motrices. Dernier exemple de préférence énergétique dans le cadre d'un sport qui cette fois ne correspondrait pas. L'escrime, c'est quand même un sport très explosif. Et puis là, on a Lynn. Lynn, elle a un contre-mouvement de jump, c'est le saut qu'on a fait tout à l'heure, à 23-24 cm. Ses principales concurrentes, elles sont à 40 cm. La différence, elle est géante, immense. Si vous prenez les meilleurs chez les hommes, bah, les meilleurs escrimeurs, les 20 meilleurs escrimeurs, en moyenne, ils vont être à 46 cm. Quelqu'un qui a 46 cm, qui rencontre par exemple quelqu'un qui a 43 cm de CMJ, c'est toujours lui qui va attaquer en premier. C'est-à-dire qu'il y a une hyper-perception de ses préférences énergétiques. Ça a une longue histoire. Les 4 milliards d'années de la vie expliquent l'énergétique en nous. Là, je l'explique dans les formations, je ne vais pas l'expliquer ici. Mais donc, un sportif de haut niveau dans un sport duel, il est capable, sans connaître les résultats de ses tests, d'estimer tout de suite si l'autre il est plus explosif que lui. Et s'il est plus explosif, il essaie de venir le toucher directement. S'il fait du tennis, il essaie de terminer l'échange avant l'autre, et c'est ses fibres rapides avant le fait qu'il soit terrien ou aérien qui explique ça. Celui qui est en mode endurant, ben, il essaie de fatiguer l'autre. Une fois qu'il est un peu fatigué, eh ben là, il essaie de venir le terminer. Donc, si je reviens sur Lynn, c'est une fibre lente de chez fibre lente. En plus, c'est quelqu'un qui a une motricité qui est très terrienne. Donc, c'est la même que Christophe, sauf qu'elle n'a pas décidé de faire des ultra-trails. Elle a décidé de faire un sport explosif. Et pour autant, elle arrive à être une des meilleures en Europe. Elle change de coach. C'est un coach national qui vient s'occuper d'elle. Et puis, le coach national, il lui dit, bah, écoute, vu le niveau physique que tu as, eh bien, vu ce que tu fais en termes techniques, une fois que tu vas venir avec moi, eh bien, ça va faire des étincelles. Pas de bol, le coach, c'est quelqu'un qui est fibre rapide, mode aérien. Donc, qui a une philosophie de l'attaque. Donc, qu'est-ce qu'il va demander à Lynn de faire? Il va demander la même chose que ce que notre sportive nous faisait avec ce swing-là qu'elle tapait trop fort. Il va demander la même chose que 7 coureurs sur 10 font quand ils sont au départ du marathon. On va s'exciter, elle va amener trop d'extension, elle va amener trop d'accélération à un endroit où il n'y a pas les ressources énergétiques, il n'y a pas les ressources du corps pour faire ça. Et donc, commence 3 ans de galère, d'instabilité, qui a donné juste rien. Au moment où on a repris l'entraînement de Lynn, il y a de la même manière que pour notre golfeuse, fallu lui dire, OK, tu as le droit d'être lente, tu as le droit de te poser, tu as le droit de venir faire ce qui est selon tes qualités. Donc, plutôt se dire comment une personne qui a 23 cm, on l'amène à 40 cm, ça c'est impossible. Génétiquement, c'est tout à fait impossible. Avec l'entraînement, on ne peut pas y arriver. La question qu'on devrait se poser, c'est comment quelqu'un qui est en dehors de la norme, il arrive à ce niveau-là. Et la réponse pour Lynn, elle était simple, c'est que c'est quelqu'un
qui faisait des leurres, qui faisait croire qu'il attaquait, mais elle savait bien qu'elle n'avait pas la longe pour attaquer. Elle attendait que l'autre attaque. Ses capacités de flexion l'amenaient à être très forte dans l'évitement, et puis elle venait toucher de tout près. Puisque je ne peux pas les toucher de loin, je vais faire que l'autre s'approche et je touche de près dans le cadre d'une flexion. Donc, j'amène l'autre à jouer dans mon schéma. Donc, même dans un sport où c'est explosif, je peux être tout à fait bon avec mes propres qualités. Il suffit que j'ai développé un schéma technico-tactique qui s'adapte à ce que sont mes préférences. Voilà pour la partie énergétique. Maintenant, on rentre dans le troisième point. Ce troisième point, c'est cette fois les préférences motrices. Donc, on va voir, notamment ces notions de terrien et aérien. Je vais vous donner un ensemble de sports et vous montrer combien, derrière une grande diversité de réalisations possibles, eh bien, vous avez des unités de fond. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui en nous s'expriment et qui vont s'exprimer quelle que soit la situation. Que l'on monte sur un vélo, qu'on prenne une raquette de tennis, qu'on prenne un club de golf ou qu'on se mette à courir, il y a ces espèces de préférences. Les préférences, vous connaissez ça maintenant. Vous avez déjà, je pense, pour une partie d'entre vous, entendu la conférence précédente. Les préférences, c'est quoi? C'est des choses qui sont en moi, que je sais réaliser. Vous avez pris l'exemple quand on croise les mains, quand on croise les doigts, quand on tourne la tête. On peut prendre plein d'autres exemples. Quand on fait un tour sur soi, quand on va faire des sauts, quand on va prendre une impulsion. Eh bien, c'est des systèmes qui sont engrammés en moi, qui sont engrammés depuis la naissance et qui m'amènent à faire certains gestes, à venir activer certaines grandes chaînes musculaires plutôt que d'autres. Ces préférences, elles sont liées à notre système nerveux et à la manière dont notre cerveau deal le rapport à la pesanteur. C'est pour ça que cette notion d'équilibre, elle est particulièrement importante. Donc, on appelle terrien des personnes qui sont à l'aise quand ils viennent mettre leur poids à l'arrière. Comme le principe de base, c'est de ne pas mourir en général, eh bien, si on se met à l'arrière, c'est qu'on n'a pas peur de tomber en arrière. On a beau se faire mal au bras, eh bien, notre identité, elle n'est pas en risque. On peut même se couper le bras, puis on continue d'être nous-mêmes. Mais en revanche, si on nous coupe la tête, si on se fracasse la tête, alors on ne sera plus nous-mêmes. Ça veut dire que le plus précieux dans tout ça, eh bien, c'est le cerveau. Donc le cerveau, il ne viendrait pas se mettre en arrière, puisque vous avez remarqué, il est quand même plutôt là-haut que tout en bas. Eh bien, il ne viendrait pas se mettre en arrière s'il pensait qu'il y avait un risque de tomber pour lui, parce que c'est sa survie qui serait en risque. Donc, quelqu'un qui vient mettre son poids derrière, c'est quelqu'un qui a confiance et qui se dit qu'il n'a pas peur de tomber en arrière. S'il n'a pas peur de tomber en arrière, c'est qu'il est tenu par des schémas musculaires, par des grandes masses musculaires qui sont plutôt situées à l'avant. Donc, je m'appuie sur mon avant, je viens chercher mes masses derrière parce que je me sens tenu par l'avant, je suis proprioceptif sur l'avant. C'est aussi pour ça que quand on demande, c'est ce qu'on appelle un test de la main, quand on demande à quelqu'un qui est terrien de venir prendre un objet devant lui, un peu à l'extérieur, eh bien, il prend l'objet en faisant comme ça, il fait une rotation interne avec sa main. Pourquoi? Parce que c'est ces schémas musculaires qui sont ici, ces grandes chaînes musculaires qu'il connaît bien, il les utilise, et puis quand je les contracte, eh bien, ça fait une rotation interne de main. Donc, terrien, c'est quelqu'un qui met son poids derrière parce que il agit devant, avec les muscles qui sont devant. Aérien, c'est juste l'inverse. C'est quelqu'un qui met son poids devant. Pourquoi il met son poids devant? Parce qu'il a confiance dans le fait de ne pas tomber en avant. Pourquoi il a confiance de ne pas tomber en avant? Parce qu'il s'appuie sur des masses, il connaît des masses, il les connaît par cœur, les masses musculaires qui sont situées à l'arrière et qui sont plus proprioceptives. C'est aussi pour ça que lui, quand il prend un objet à l'extérieur de son corps en extension, il va faire une abduction, rotation interne, parce que regardez, si je contracte les muscles derrière mon dos, eh bien, ça ouvre mon corps. Donc, une préférence, c'est un principe de survie qui définit, qu'on trouve chez tous les animaux. Et chez tous les animaux, on trouve ce principe d'un système nerveux centralisé et d'un mouvement. C'est ce qui différencie du végétal. Donc, nos mouvements sont liés à notre survie, sont liés à notre système cérébral, sont liés à notre cerveau. Et survivre, ça veut dire être capable de s'équilibrer, être capable de percevoir, être capable d'agir, de se coordonner et de se gainer. Tout ça, c'est la même chose. Si on a utilisé des termes différents, c'est qu'on est devenu des gens hyper spécialisés et qu'on n'a pas compris que c'était la même chose. Le gainage, c'est la coordination. La coordination, c'est vos préférences. C'est la manière dont votre cerveau vient interagir avec vos muscles pour faire en sorte que vous soyez prêt à réagir à toute situation qui peut être une situation embêtante. Donc, une fois qu'on a compris que notre équilibre n'était pas le même selon comment nous sommes nés, parce que ces préférences s'expriment dès la naissance, eh bien, on peut toujours se poser la question, comment ça va s'appliquer dans une suite de mouvements? Dans le premier type de mouvement, on va se dire, qui c'est qui est bon ou qui c'est qui n'est pas bon en descente?
Alors souvent, quand vous posez cette question à des coureurs, eh bien, ils vont vous dire, oh, ben, moi je suis bon en descente. Puis un autre qui va dire, moi je suis pas bon en descente. En fait, ça demande à être précisé, cette notion de bon ou pas bon. Essayez de penser la situation en fonction du schéma d'équilibre. Si vous êtes dans une descente douce, qu'est-ce que vous allez faire? Plus vous pouvez garder vos épaules devant, plus vous allez profiter de l'effet d'accélération qui est lié à la pesanteur, et puis plus vous allez vite. Donc très clairement, ceux qui ont un équilibre préférentiel sur l'avant, c'est-à-dire les aériens, dans cette situation, ils sont favorisés. Donc les aériens, dans des descentes qui vont jusqu'à à peu près 10%, ils sont favorisés parce qu'ils savent mieux gérer l'équilibre avant. Mais maintenant, imaginez que ça devienne légèrement plus technique, que ça devient même très très raide. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Là, vous ne pouvez plus vous laisser emmener par la pesanteur. Il va bien falloir, à un moment donné, venir amortir, venir faire en sorte que vous ne partiez pas avec la tête la première devant. Même les forces des aériens peuvent être dépassées dans leur force, et puis même un aérien peut se retrouver avec la tête, le nez le premier dans le ravin. Et donc, à un moment donné, il va falloir mettre le talon pour pouvoir freiner le poids qui va être en arrière. À partir du moment où vous faites ça, vous changez de préférence. Et là, les gens qui, dans les descentes raides, sont les meilleurs, eh bien, c'est les terriens. Donc, on doit préciser ce que c'est une descente. Personne n'est bon ou pas bon dans les descentes. En général, il y a des situations dans lesquelles, des types de descentes dans lesquelles on va être meilleur, on va être moins bon. Bien sûr, l'apprentissage est en jeu, très clairement, mais la deuxième chose qui est en jeu, c'est la manière dont notre équilibre a été géré au départ, dès notre naissance, selon que l'on soit aérien pour les descentes plus douces et terrien pour les descentes plus raides. Voilà, maintenant on repart sur schéma aérien, terrien, donc on garde aérien, quelqu'un qui est plus en extension, qui aime gérer l'espace avant, qui aime gérer l'extension, qui aime jouer avec ses chaînes musculaires postérieures, terrien, quelqu'un qui aime la flexion, rapprocher ses masses du sol, et puis jouer avec les masses plutôt antérieures. Et puis, on le regarde faire un ensemble de mouvements. Ça, c'est Jarod. Dans la dernière webcon, j'en avais déjà un peu parlé. C'est un tout jeune qui a 8 mètres en longueur. Et on dit souvent, les coachs disent souvent qu'apprendre le geste, le snatch, le geste de l'arracher, c'est quelque chose de très complexe où il faut penser à amener son corps en dessous de la barre. Voilà pourquoi, parce que c'est une visée, une perception plutôt terrienne de la manière de faire le mouvement. Jarod, ça a juste pris 10 secondes pour faire ça. Il est très aérien. On active ses chaînes aériennes. C'est quelqu'un qui a une cadence élevée. On vient jouer sur sa cadence élevée, puis on lui dit Jarod, lève. Et Jarod, il lève. 40 kg, 20 kg, 40 kg, 60 kg, ça monte comme une feuille. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a une chaîne post qui est très réactive et donc qui est très puissante. Il faut absolument pas qu'il pense, lui, d'amener son poids sous la barre, parce que dès qu'il pense le sol, il ne sait plus où il est, il ne sait pas faire de la flexion. Il faut juste qu'il pense que le poids, il l'amène en haut et il s'avère qu'il a toutes les compétences pour le faire. Maintenant, regardez, vous vous souvenez, je vous ai déjà montré ça. Ça, c'est quand on lui demande d'aller chercher le sol. C'est le même, hein? Regardez, on dirait un handicapé moteur, hein, là. C'est vraiment quelqu'un qui semble avoir des grosses difficultés. Pourquoi? Parce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire c'est ce gars qui a 8 mètres, qui vous prend 60, qui vous prend 70 kilos, qui vous les lève comme une feuille, et on lui demande de faire un simple squat en amenant ses fesses derrière, et vous voyez à quoi il ressemble, il perd complètement sa coordination. Pourquoi? Parce que ça, il ne sait pas faire. Donc ça va donner un geste sportif pour ceux qui ont vu la dernière conférence, dans lequel on a des gens qui ne savent pas terminer leur saut en s'asseyant, tout simplement parce que s'asseoir, il montre bien qu'il ne sait pas le faire. Il a du mal, il n'est pas fait pour ça, il est surdoué dans un schéma qui est un schéma d'extension, donc sous-doué dans un schéma de flexion. On ne peut pas être bon partout, ça n'arrive pas. Voilà, donc Jarod à droite, ça veut dire que, et le problème c'est que c'est le même nom, dans les deux cas ça s'appelle un arraché. Donc qui croirait ce que c'est que faire un arraché devant deux gestes aussi différents? Ça c'est Arnaud qui fait partie de l'équipe, qui a un perchiste niveau mondial, mais lui c'est un terrien. Donc lui, il est très très à l'aise à faire ce type de mouvement-là. Et Jarod, vous voyez qu'on démarre les masses depuis plus haut, on lui demande de jouer en amenant les masses en haut, alors que pour Arnaud, eh bien lui, c'est j'amène les masses en dessous. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est terrien, qui est né pour faire de la flexion, donc qui est performant dans la flexion. Autre exemple, c'est un jeune qui arrive ici au labo, qui est, à chaque fois il fait du BMX et puis il est à peu près entre 43e et 44e à chaque compétition sur 45 participants. On le fait monter sur le vélo et puis il ressemble un peu à ça. Là, vous voyez ses genoux qui viennent se toucher, des difficultés à mettre de l'accélération, des difficultés à rester aligné. On fait les tests, quelqu'un d'aérien. Si vous regardez comment il est gaulé, je vous le montre à droite. Voilà, c'est quelqu'un qui a ses grandes jambes, qui est vraiment assez spécifique, un centre de masse haut placé, puis il s'avère que sa coordination est clairement aérienne. Mais il a besoin d'être activé dans son schéma aérien.
Se rendant compte de ça, ben, on se dit c'est quelqu'un qui est né aérien, mais qui ne l'a pas encore découvert. Donc, qui est encore trop fluide, qui n'est pas assez dynamique pour mettre en place son schéma aérien. Donc, on lui demande deux choses. La première, c'est qu'on commence la prépa physique sans poids, bien évidemment, qu'avec du rebond, parce qu'on veut activer sa chaîne post. Une chaîne postérieure, elle est tonique, donc il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit ta, c'est une grande variation de rythme. La deuxième chose que je lui demande, c'est de prendre un vélo plus grand. Pourquoi je lui demande de prendre un vélo plus grand? Parce que j'ai vu que sur son VTT, en fait, il est beaucoup plus à l'aise. Pourquoi il est beaucoup plus à l'aise? Parce que c'est un aérien et c'est quelqu'un qui est dans l'extension. Alors, c'était tellement différent chez lui que je lui ai même demandé, je le fais quasiment jamais, je lui ai dit, mais tu veux pas plutôt abandonner le BMX et puis faire du VTT? Réponse, niet. Il aimait faire son BMX avec les copains. Donc, je lui demande, son vélo, il est pour quelle taille? Le papa me répond, c'est un vélo qui est pour quelqu'un qui fait 1,80 m. Et ce jeune, il faisait 1,79 m. Et je lui dis, c'est quoi le plus grand vélo qui existe? Il me dit, c'est un vélo qui est pour 1,96 m. Et je lui dis, si vous avez un peu d'argent d'avance, alors allez acheter le vélo 1,96 m. Et il le fait. Et tous les professionnels qui étaient là, qui ont l'habitude de faire l'interfaçage entre l'espace qu'il y a depuis le sol jusqu'à l'endroit où on est coupé au niveau des cuisses, donc la longueur de jambes et puis la hauteur de vélo, disent, mais t'es complètement malade. Un gamin d'1,80 m, tu dois lui prendre un vélo d'1,80 m. Le papa me fait confiance. Il décide de prendre le vélo d'1,96 m. Dans les 15 jours qui suivent, le gamin qui était 43e sur 45e, il passe entre 10 et 12e sur toutes les compétitions. Ça prend 15 jours. 15 jours, 2 séances de prépa physique et changement de vélo. Ça ne se passe pas toujours aussi bien que là. Pourquoi là ça s'est passé comme ça? Tout simplement parce qu'on s'est aperçu que ce gamin avait des préférences naturelles, mais qu'ils n'avaient pas encore découvertes. Donc quand vous agissez dans le sens de ce qu'est le corps, alors ça va très 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 vite. Si vous devez évoluer en dehors de votre préférence, ça prendra beaucoup plus de temps. On est maintenant dans le golf. Alors, pour ceux qui avaient vu la conférence, je vous en mets deux différents. Vous avez Tiger Woods en haut, pas de mauvais, hein, et puis Dustin Johnson. Et de nouveau, je vous demande de regarder lequel vous semble plus utiliser cette chaîne post, faire ce schéma de rebond. Regardez Tiger en haut, et puis regardez Dustin en bas. Là que vous voyez, Dustin est plié, reste avec cette tête qui est basse, reste longtemps plié, alors que Tiger, on le voit, faire ce rebond, remonter de manière très puissante avec sa chaîne postérieure. C'est exactement le même mécanisme que ce que je viens de montrer sur le vélo. Il y en a un qui a besoin de partir haut, de rebondir, et qui va faire une extension chaîne post, quand l'autre a besoin d'être présent dans le sol, fléchi, et qui va venir pousser. C'est ce qu'on appelle un swing aérien pour Tiger et un swing terrien pour Dustin. Le mécanisme, c'est le même. Cette fois, on est au triple saut. Lui, il s'appelle Zango. Là, il va faire un superbe saut, 17,30 m. Regardez déjà comment il est gaulé. Et dites-vous, qu'est-ce qu'il m'exprime? Il m'exprime plutôt de la force ou il m'exprime plutôt de la légèreté dans sa manière de faire? Regardez ses appuis. C'est long dans le sol. Il y a un talon bien prononcé, des cuisses qui sont faites pour la pousser. Je viens, j'impulse, je réceptionne, je suis fort sur ma cuisse, je relance, ça monte, je réimpulse. C'est ce qu'on appelle un saut terrien. De nouveau, je viens m'ancrer, je pousse. On pourrait presque dire du stop and go. Maintenant, regardez le suivant. C'est pas le moindre non plus. Et lui s'appelle Jonathan Edwards. Et là, il est en train de battre le record du monde. Hop, hop, hop. Voilà. Vous avez l'impression que c'est le même. On le refait. Donc lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Allez, je vous le repasse. Là, hop, il est content. Il va battre deux fois. Là. Il va faire d'abord 18-16, je crois, puis après 18-29. Donc lui, c'est typique du modèle qu'on appelle modèle masse-ressort. Je viens prendre de la vitesse, je mets mon pied en dessous, mon pied, ma jambe, c'est comme un ressort. Et puis ce ressort, ça me fait rebondir. Ça s'appelle le modèle aérien. Regardez pour dire comment il termine. Je ne sais pas si vous aviez vu Zango. Je vous le remets. Regardez juste cette fois, pas l'impulsion, mais comment il termine son saut. Voilà, on va là, je vous le passe. Et regardez. Je suis terrien, je pousse. Au moment où je viens me réceptionner, hop, mon poids part bien en arrière. J'ai pas peur de me fracasser avec mon poids qui va en arrière. Donc, je termine mon saut. Maintenant, regardez. Edwards. Et c'est pas celui-là, hein, il fait tous comme ça. Tioc, tioc, tioc. Je termine tout debout. L'espace arrière, je le connais pas. Edwards, il termine tout debout.
Alors le professionnel va lui demander, il préférerait qu'il termine assis, qu'il vienne finir son saut, et pourtant c'est quand même pas mauvais puisqu'il bat le record du monde. Donc il est très doué dans le rebond, mais pas doué pour finir son saut dans l'espace arrière. Pour ceux qui ont suivi la dernière conférence, Jarod que vous avez vu, c'est la même chose. Il ne sait pas terminer dans l'espace arrière. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un aérien. Donc il a des qualités qui génèrent en même temps des défauts. On trouve toujours cette espèce d'opposé, mais ça n'empêche pas d'être plutôt bon. On passe au tennis. Là, vous avez Roger, et vous regardez, je le présente sur le coup droit, mais sur le revers, c'est encore pire. C'est encore plus marqué. Regardez comment il est au moment où il va faire son coup droit, et regardez en dessous Raonic. Et puis pensez à ce modèle dans lequel je viens fléchir pour ensuite pousser, ou alors le modèle dans lequel c'est plutôt un système de rebond qui s'opère. Voilà, vous pensez où est le centre de masse, qui part du bas pour venir pousser, et puis qui reste présent très en haut. Alors là, il fait des balles tranquilles, il fait derrière, mais c'est la même chose quand ça va fort. Eh bien, on voit qu'il y en a un qui descend, qui s'enroule pour après se projeter vers l'avant, force horizontale, quand l'autre va plutôt s'élever et venir avec une grande extension présenter son coup droit. Donc ça donne des manières de jouer qui ne sont pas du tout les mêmes. Pourquoi? Parce que le corps n'est pas organisé de la même manière. Je pars de l'arrière pour me projeter vers l'avant, je pars de la flexion pour aller vers l'extension, je suis terrien. Je pars d'un système de rebond, je pars du haut pour venir rebondir, je reste dans de l'extension, je suis aérien, Federer, aérien, Raonic, terrien. Donc on pourrait presque dire que Federer, c'est un peu le Jonathan Edwards du tennis. Et on pourrait presque dire que Raonic, c'est un peu le Zango du tennis. Voilà, on pourrait en prendre plein et comme ça. Donc vous savez maintenant que derrière ces mécanismes, il y a une manière dont nous sommes nés, il y a un système nerveux qui gère des muscles différents, il y a un espace arrière qui est maîtrisé en posture et je me projette vers l'avant, j'agis vers l'avant, il y a un espace avant quand je suis aérien qui est maîtrisé et j'utilise les muscles arrière et donc je viens faire du rebond. Un modèle s'appelle le modèle masse-ressort pour les aériens et le modèle de la poulie. Pourquoi? Parce que les poulies, ce sont nos articulations. Et pour que nos articulations puissent fonctionner, il faut que nos muscles viennent chercher de la flexion et puis après de la poussée. D'un côté, vous avez Django, vous avez Raonic, vous avez Johnson, Lynn, Christophe, dans ce qu'on a vu de l'autre côté, vous avez Federer, Jonathan Edwards, Tiger Woods, notre gamin sur le BMX, puis vous avez Jarod. Et vous avez vu qu'à chaque fois, c'est en même temps des sports différents, mais en même temps, le principe, qui est le principe terrien-aérien, eh bien, il s'exprimait, ce principe d'extension-flexion vient s'exprimer exactement de la même manière. Donc, derrière une espèce de grandes variations, c'est du bac, hein, vous avez des variations sur quelques thèmes. Et donc, dans les quelques thèmes, alors, j'ai un petit souci pour... Hop, j'ai arrêté le partage. Voilà, je reviens à moi parce que ça ne voulait plus passer. Ensuite, je vais repartir partager. Eh bien, derrière ces espèces de grandes variations où on pense que les sports sont très différents, certes, ils ont une réalité qui diffère, mais derrière, vous avez des corps qui sont organisés selon des principes. Je vous ai donné terrien aérien, il y en a plusieurs autres, vous l'avez bien compris. Ils sont organisés selon des principes différents, mais qu'on peut retrouver, qui s'appellent des grandes préférences. Je termine par deux situations, deux types de sportifs où pour vous permettre de comprendre combien des fois c'est contre-intuitif, mais ça ne l'est plus une fois qu'on a compris ce que sont les préférences des personnes. Ça, c'est un des 3 meilleurs en Suisse sur le trampoline. Ça fait 3 années qu'il a des difficultés, il était tombé, il s'est fait une concussion, il s'est fait mal à la tête, il a eu des suites de soucis, et puis ça est revenu un petit peu mieux. Jusqu'au moment où il y a un préparateur physique qui est arrivé. Et puis ce préparateur physique, il a fait ce que font la majorité des préparateurs physiques. Il a travaillé quoi? Puisqu'il considère que c'est un sport de puissance, puisqu'aujourd'hui qu'on considère que tout n'est qu'accélération et puissance, eh bien il va aller travailler chez ces sportifs la puissance. Donc depuis 10 mois, il travaille en grosse priorité la puissance musculaire et il oublie, par exemple, le travail de gainage. Johan, ce jeune sportif, eh bien, il vient vers moi au moment où il a les tests que vous voyez apparaître sur la colonne du milieu. En gainage, je teste, il n'est pas très bon. Puissance cuisse, alors qu'il n'arrête pas de travailler la puissance, il a 39 cm. Le libre 1, quand vous êtes en trampoline, c'est 10 sauts qui sont relativement simples, et puis on calcule le temps que vous passez en l'air. Plus le temps en l'air est important, plus ça montre que vous êtes puissant dans le cadre de sauts simples. Puis le libre 2, ben, c'est ce qui est fait en cadre de compétition. Et ça fait des mois qu'il passe plus son programme de compétition, ce qui est un petit peu embêtant. Puis dans le libre 1, il est à 17 cm
en l'air. Pendant 6 semaines, on ne fait qu'une chose. On oublie complètement le travail de la puissance. On ne fait qu'une chose, du gainage. Du gainage classique, hein, c'est vraiment du gainage type terrien. Je vous montre après les exercices. C'est des abdos de base. C'est un fonctionnement où on ramène tout dans la flexion. Pour quelle raison? La première des raisons, c'est que je l'écoute, Johan. Ce qu'il me dit, j'ai l'impression qu'on m'a foutu des espèces de grosses fusées en dessous, mais je ne sais pas sur quoi pousser. Je ne sais plus où est mon centre. Deuxième raison, c'est que je m'aperçois, c'est un terrien. Alors pour nous, pour un terrien, l'ensemble de la coordination vient de l'antérieur, de devant en fait, hein, et puis du centre, donc du bide. Donc quand on voit un terrien qui n'a pas de gainage dans son schéma le plus classique du gainage, hein, habituel tel qu'on l'imagine habituellement, eh bien on sait qu'on a un terrien qui a un gros souci. C'est un terrien qui est en train de rigidifier, qui est en train de perdre son schéma terrien. Et donc, à force de vouloir travailler de nouveau le système excitateur, le système de l'accélération, quand vous accélérez, vous partez en chaîne poste, qui que vous soyez. Vous ne pouvez pas accélérer en restant en mode terrien. Une accélération au moment où vous produisez, c'est comme si vous accélérez l'usine électrique. Quand vous accélérez l'usine électrique, vous allez voir que vous allez partir en extension. Et donc, à force de demander d'accélérer, le gars, il touche plus terre. Il ne sait plus où est son centre. Il a perdu du gainage. On fait 5 à 6 semaines de gainage, que du gainage, pas du tout de puissance. Et regardez les résultats après, le gainage devient très bon. La puissance en cuisse, alors qu'on n'a pas fait de travail de puissance, j'insiste là-dessus, il a gagné 5 cm dans le test que je vous ai montré tout à l'heure. Il a gagné plus d'une demi-seconde sur son libre A. Et enfin, pour la première fois depuis des mois, il repasse son schéma spécifique, donc son libre 2, il repasse 1 ou 2 fois dans les sessions spécifiques d'entraînement. Donc, on a fait gagner de la puissance à une personne simplement en travaillant sa stabilité. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui était terrien, qui avait besoin d'être stable. On a fait gagner de la puissance à notre joueuse de golf tout à l'heure. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on leur a permis de retrouver sa stabilité, on leur a permis de retrouver son équilibre en lui disant qu'elle avait le droit de se reposer à terre plutôt que toujours essayer de faire tout trop vite. Donc, si vous regardez le travail terrien, il y a 4 grands types d'exercices qui sont particulièrement importants. Est-ce que quelqu'un qui est terrien, il sait jouer avec son modèle torque, ses articulations, sa fluidité? Est-ce que la fluidité ne suffit pas? La mobilité ne suffit pas? Il faut que j'ai un endroit qui soit fixe dans ma nutritionniste. Cet endroit fixe s'appelle le gainage, mon ventre est fort. Ensuite, je peux être solide dans mes poussées verticales et dans ma propulsion. Et il s'avère qu'à trop travailler les poussées verticales, le gars, il ne savait plus où était son centre. Donc, il n'avait plus de gainage. Il avait perdu un essentiel. Donc, il ne pouvait plus appliquer les puissances sur un centre qui était efficient. On redonne du centre et là, la puissance revient. Je répète, vous avez vu la même chose dans le cadre de cette golfeuse, et puis on peut le répéter dans un ensemble de sports. Dernier exemple, ce monsieur est triple champion du monde en e-sport, c'est aussi un sportif qui est pas loin de 8 mètres en longueur, qui est né avec un avant-bras en moins, et puis il vient nous voir ici au laboratoire, et puis ça fait 1 mois et demi qu'il était en vacances. En vacances, il a fait le tralala à Copacabana. Donc en fait, il est resté sur la plage, et puis il faisait des trucs, donc il était sur du mou, un peu de prépa physique. Je lui demande de faire des tests en pied. Et là, je me suis dit, mince, il va me fracasser le plafond du labo. J'ai vraiment eu peur au moment où il l'a fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui vient de passer 1 mois et demi sur le sable, je lui demande de faire un test d'élasticité, un test de réactivité. Il est déjà parmi les 3 meilleurs que j'ai jamais mesurés sur, alors là, des dizaines et des dizaines de milliers de sportifs. C'est quelqu'un qui fait de l'athlé. Quand il va reprendre son entraînement, on va lui faire un peu de force, et puis après, on va lui faire quoi? Des rebonds. 18 ans de carrière, 15 ans de blessure. À votre avis, pourquoi? Tout simplement parce que les traits aériens, ils ont une tendance, ce sera la même chose pour Jarod, ils ont une tendance, c'est d'être tellement aérien, d'avoir déjà tellement des élastiques qui sont étirés, tellement puissants, que si vous travaillez trop ce système, eh bien, ils vont vers de la rigidité. Et donc, on est dans une situation dans laquelle ce qu'il faut pouvoir prévenir avec ces sportifs, attention, ce n'est pas le cas de tous les aériens, là, je parle des aériens les plus prononcés. Il faut pouvoir prévenir la rigidification. Donc, il faut notamment faire des étirements de la chaîne poste, faire un peu de travail terrien. Pourquoi? Parce que sinon, leurs qualités qui sont exceptionnelles, ils arrivent vite au bout de leur qualité. Et donc, Arnaud, il n'a pas besoin de travailler la plio. La plio dont il aurait besoin sur sa performance, elle est en lui, il est la pliométrie. Et c'est pour ça que si vous voulez pouvoir entretenir sa pliométrie, paradoxalement, il faut l'amener à faire du travail sur le sable, ce qu'il a fait de manière quasi intuitive. Quand je lui ai dit, sa réponse a été de dire, mais j'en étais sûr. Mais en revanche,
On m'a jamais dit ça. Et pourquoi on m'a jamais dit ça? Parce que c'est pas, ça semble pas intuitif de penser que pour bien rebondir, eh bien, il faut aller sur le mou. Oui, une fois que vous avez compris le corps, si vous avez un durcir, pour maintenir vos élastiques, allez sur le mou. Spontanément, vous allez dans le dur si vous faites rien, vous mettez du mou, et entre le mou et puis le dur, eh bien, vous avez ce qu'on appelle l'élasticité. Donc, vous allez être élastique par le fait de pouvoir entretenir par des étirements, par du travail terrien. Donc voilà, je prends les 4 types de grands types d'exercices qu'on peut faire avec les aériens. La première, c'est pas pour rien que c'est là, c'est de la mobilisation de la chaîne poste. La chaîne poste, c'est comme si c'était un grand élastique qui vient de là et puis qui part jusque sous les pieds. Et lui, vous devez vous assurer qu'il est toujours assez élastique. Et donc, c'est la première chose. Ensuite, vous avez l'équilibre avant, des rebonds verticaux, des rebonds horizontaux. Et à trop travailler des rebonds verticaux, vous devenez rigide. Et si votre corps a déjà tendance à aller vers la rigidité, eh bien, pour être bon dans les rebonds verticaux, vous avez besoin d'aller non plus dans la verticalité, mais dans l'horizontalité, et puis dans l'entretien de votre chaîne musculaire postérieure. Donc, c'est des exercices de ce type-là. Donc, quand j'ai dit à Arnaud, typiquement, il faudrait plutôt que tu puisses faire, par exemple, du travail dans le sable, du travail d'accélération, du travail en côte, bien lui, sa réponse tout de suite est de dire, mais j'en étais sûr, j'en avais l'intuition. Je pense même qu'il faudrait appeler ce style d'entraînement intuitive training. Mais bon, on a déjà utilisé préférence training. Mais intuitive training correspondrait bien. Pourquoi? Parce qu'on a tous en nous, c'est notre système de survie en fait qui est en jeu, on a tous en nous les compétences pour survivre, l'émotion pour nous diriger dans notre environnement. Il s'agit de mettre au niveau maintenant notre raison, notre représentation de ce qu'est le corps, notre compréhension de ce qu'est le corps pour assurer l'alignement, survie, émotion, raison. Et dans le cadre des préférences, eh bien, c'est cette reconstruction d'éléments qui ont été coupés jusque-là qui est à l'œuvre aujourd'hui. Voilà pour ces exemples liés à la performance. J'espère que c'est des exemples qui vous ont plu. Je vous propose maintenant, et puis après je prendrai l'ensemble de vos questions pour essayer d'y répondre, si j'arrive à y répondre. Je vous propose maintenant cette offre exclusive, qui est une offre qui correspond à une formation pour les professionnels du sport. C'est une formation, alors les gens qui sont professionnels de la santé et puis les gens qui sont aussi sportifs, on a eu plusieurs fois la demande, bien sûr, ils peuvent y accéder, mais elle est d'abord dédiée aux gens qui sont entraîneurs, qui sont préparateurs physiques. Et puis c'est une formation qui aborde plus de 6 heures de vidéos, qui donne l'ensemble du contenu, qui est le contenu qu'on appelle de niveau 1, lié au fait que vous êtes terrien, aérien, comment on repère ça, quels sont les observables, quels sont les concepts clés. Je vous en ai donné un ou deux, notamment avec la pyramide des priorités. Quels sont les concepts clés pour mettre en œuvre cette approche par préférence. On aborde ce qu'on appelle le scanner des motricités. Donc, comment venir prendre l'ensemble des éléments qui vous différencient, quel type d'exercice je peux réaliser quand je suis terrien, aérien. On aborde de manière plus fouillée les préférences énergétiques, les systèmes de poussée et puis de puissance, comment j'accède à ma propre puissance par la poussée ou par le rebond, par le léger ou par le lourd. On aborde les différences entre le côté droit et le côté gauche du corps. Là, je n'ai pas du tout abordé. On voit qu'il y a un côté qui est plus en extension, l'autre plus en flexion. Ça nous amène vers le cadran du mouvement qui dit comment mon centre de masse bouge en 3 dimensions, avant, arrière, droite, gauche, haut, bas, selon comment je suis né, c'est-à-dire selon mes préférences naturelles. Puis ensuite, un ensemble de cas, une vingtaine, 20, 25 cas pratiques, mise en pratique de repérage des préférences dans tous les sports. Pas seulement la course à pied, pas seulement le cyclisme, pas seulement le tennis, mais à peu près, il y a peut-être une quinzaine de sports qui sont abordés. Et puis, on voit comment on peut venir mettre en place ces connaissances sur les préférences pour atteindre la meilleure performance dédiée à qui je suis et comment comment je bouge et comment je viens utiliser mon énergie. Alors, cette formation, il y a déjà 15 jours, on a ouvert la formation pour les professionnels de santé et puis on a eu pas mal de gens qui l'ont acheté et puis vous avez plutôt aimé. Nicolas qui nous dit que c'est une plateforme au top, plateforme digitale top, formation au top. Marie-Charlotte qui trouve que c'est un format très intéressant, un vrai régal, vidéo courte, agréable à voir et puis à revoir. Voilà, c'est une formation où on a mis de l'énergie dedans et ça vous plaît et puis vous nous le redonnez. Eh bien, merci beaucoup pour l'ensemble de ces retours. Voilà. Alors, hop, je reviens à moi. Là, là. Cette offre, hop, il faut que je repartage. J'ai juste eu un petit souci technique, donc je reviens pour faire le partage. Voilà, hop, c'est tout bon.
2 fois, ça a bugué, mais bon, je m'en sors. OK. Voilà. Donc, cette offre, alors on l'avait annoncé, en fait, il y a une offre spéciale qui vaut pour cette conférence, et puis dans les 2 jours qui viennent, après, elle sera plus valable. Donc, pour cette formation, on vous offre, il y a un livre qui est en train de se terminer. C'est Bibi qui est en train de le terminer, donc c'est quasi terminé. On a eu quelques petits soucis liés à la situation avec l'imprimeur qui avait fermé. Il va arriver entre mi-mai et puis le 20 mai. C'est un livre que vous avez déjà un certain nombre d'entre vous précommandé, qui est le livre Êtes-vous terrien ou aérien. Mais là, si vous achetez cette formation ce soir ou ce week-end, eh bien, c'est une formation qui vaut 290 € et on vous offre le livre et puis les frais d'envoi aussi, terrien ou aérien. Voilà. Alors, je prends maintenant, vous allez avoir l'offre qui va apparaître sur votre écran. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez cliquer pour vous inscrire à l'offre. Donc, je répète, vous avez la formation, 6 heures de formation qui donne à peu près 6 heures de vidéo, qui donne à peu près 12 heures de formation. Vous verrez, il y a un certain nombre de questions qui vous sont posées. Vous pouvez interagir, une foire aux questions. Vous avez le PowerPoint de présentation. Donc, c'est assez dense. Et puis, le livre qui vous est offert pour ce soir. Alors, ce que je vous propose, donc vous pouvez cliquer et puis vous inscrire. Ce que je propose maintenant, c'est de prendre l'ensemble de votre question, de vos questions. Alors, je dois m'approcher un tout petit peu pour pouvoir les lire. Je n'ai pas mis mes lunettes. Nanana, hop là. Alors, la première question, c'est une question de Sylvain. Bonjour, comment expliquer que les meilleurs marathoniens mondiaux courent autour de 180 cadences et puis non de 160? Alors, quand je vous dis, alors j'ai tendance à utiliser un mot avec ce 180, tellement c'est que si la bêtise, elle n'a pas de nom, elle a un chiffre, et puis ce chiffre, c'est 180. Alors, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que quand vous accélérez, au moment où vous allez monter votre vitesse, eh bien, il y a 2 manières de monter sa vitesse. Vous allez augmenter votre amplitude, et puis vous allez augmenter votre cadence. Donc, si vous prenez des sportifs de haut niveau comme référence, on doit déjà dire que les meilleurs marathoniens du monde, ils courent le marathon à 21 km/h. Alors que la personne qui va courir son marathon en 4 heures, eh bien, lui, il va être à 10 km/h. Or, entre 10 km/h et 21 km/h, le gain, l'augmentation moyenne de fréquence, elle est de 17%. Donc, à 21 km/h, ils sont même à plus que 180 en moyenne. Ils sont aux alentours de 185, les meilleurs marathoniens au monde. Donc, si eux, ils sont à 185, c'est pas parce qu'ils ont une cadence plus élevée, puis qu'il faudrait imiter les meilleurs marathoniens, et puis parce que comme ça, on va courir plus vite. C'est parce qu'ils courent plus vite. Et que quand vous courez plus vite, ben, vous augmentez la cadence de 17%. Si vous prenez ces meilleurs marathoniens, que vous les faites courir, c'est très simple, hein, ça c'est la vérification la plus simple au monde. Vous allez sur YouTube, vous tapez Canyon Runner, et puis footing par exemple, et vous allez compter en fait, quand ils font un footing entre 10 et 12 km/h, vous allez voir qu'ils sont à 160 comme les autres, Bibi. Et donc, ces personnes, s'ils sont à 180, c'est parce qu'ils courent vite. Et que quand vous courez vite, vous augmentez votre cadence pour courir vite. Si le commun du peloton était capable de courir à 20 km/h, il courrait aussi à 180. Mais là où ça n'a pas de sens, c'est qu'on dit à des gens qui courent à 10 km/h de montrer à 180. Donc, de nouveau, c'est la même chose. Alors, s'il faut prendre vraiment les sportifs de haut niveau, vous savez qu'en moyenne, ils font aussi 56 kg. Donc, il n'y a qu'à dire aux personnes qui courent le marathon en 4 heures et puis qui font 78 kg, eh bien, qu'ils fassent 56 kg. Ça n'a pas de sens. De nouveau, on doit parler spécifiquement de ce que sont les préférences des personnes, c'est partir de leur réalité et pas d'une réalité qui n'a rien à voir. Il faut vraiment être aveugle pour ne pas comprendre ce lien entre vitesse et puis fréquence. Il y a eu les mêmes erreurs qui ont été produites dans les années 70 à dire à tout le monde que leur cœur il battait à 220. Moi, là, ne croyez pas à ces règles, elles ne fonctionnent pas. Vous êtes spécifique dans votre manière de faire. Partons de votre situation, essayons de comprendre quel est votre besoin. Il se peut, dans certaines blessures, qu'il y ait un besoin d'augmenter la cadence. Mais il se peut, dans d'autres blessures, qu'il y ait un besoin de diminuer la cadence. Parce que quand vous diminuez la cadence, vous allez plus chercher de la flexion. Si vous avez besoin d'adoucir, il faut plutôt diminuer votre cadence. Donc, de nouveau, la question, elle mérite d'être posée, mais en revanche, c'est vraiment une question qui, chaque fois, m'effraie à me dire que c'est des éléments, vous avez tout le monde a la capacité de venir vérifier que c'est de la bullshit. Alors, est-ce que les terriens sont plutôt parasympathiques et aériens plutôt orthosympathiques? Non. Alors ça montre, c'est une question qui est tout à fait normale puisque je vous ai dit, quand vous partez en extension, vous allez augmenter le système orthosympathique, ça veut dire accélérateur.
puis que si vous mettez plus en flexion, eh bien, vous allez plutôt aller vers un système du lent. Avec les préférences, et c'est ça cette zone personnelle, il s'agit maintenant de réfléchir par rapport à vous. La relation, elle est vraie par rapport à vous-même. Si vous mettez plus en flexion que vous-même, vous allez partir dans un système plus parasympathique. Et si vous allez vous mettre plus en extension que vous-même, par rapport à vous-même, vous allez partir plus orthosympathique. Mais on ne peut pas appliquer ça au groupe global terrien par rapport au groupe global aérien. C'est Sylvain, la question. Quentin, partant du principe que l'activité influence la proportion des fibres rapides lentes, la préférence est considérée comme immuable dans le temps. Je peux être rapide un jour, puis lent demain, selon les modalités d'activité physique. Alors ça, c'est la fameuse question de l'environnement externe. Est-ce que c'est le milieu ? Merci. Ça fonctionnait quand même ou non? Oh, mince. Alors, faudrait me dire ce qu'il faut reprendre. Donc, j'ai répondu à plusieurs questions. Alors, la première question, c'est le système ortho et puis parasympathique. Ça, c'était bon. Alors, ok. Alors maintenant, je suis sur la question de Quentin. Et puis, Quentin me dit, est-ce que la proportion de fibres rapides, fibres lentes, c'est pas un effet du milieu? Donc, de ce que l'on fait au quotidien, ben, ce que je disais, c'est que cette question, elle se voit en rapport à, si on devait se définir là-dessus, est-ce qu'on est en inné ou en acquis? Eh bien, je dirais, si on devait se définir sur 20 points, 10 points seraient pour le mystère. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas puis qu'on va découvrir. 5 points est pour l'acquis, c'est-à-dire le milieu, ce qu'il a fait de nous, et puis 5 points sur comment on est né. Et donc, c'est ce qui, il s'agit pas de dire de faire la bataille du génétique contre le non génétique. Il s'agit de dire, ben, on a une réalité, c'est une préférence, nos préférences. Et cette préférence peut l'exprimer partout. Hein, je vous donnerai un exemple juste après. Puis il y a la réalité du milieu, et puis comment on se rend intelligent, comme tout animal, dans la capacité à être performant avec notre milieu, à pouvoir réaliser ce qu'on a à réaliser dans notre vie, dans le milieu qu'est le nôtre. On peut choisir un autre milieu s'il nous convient pas, ou on peut essayer de s'adapter à ce milieu. Les deux sont à l'œuvre. Pour ça, vous pouvez prendre un truc qui est très simple, c'est que vous prenez par exemple quelqu'un qui est noir de peau, puis quelqu'un qui est roux, puis vous lui dites quel est son rapport au soleil. Eh ben, le roux et puis le noir n'auront jamais le même rapport au soleil. Simplement, le roux peut s'habituer, mais il va falloir qu'il fasse beaucoup plus attention avec le soleil que le noir, qui lui est déjà habitué depuis quelques générations. Donc, si on prend les quantités de fibres rapides et puis de fibres lentes, si vous êtes fibre lente, vous pouvez encore devenir plus fibre lente pour vous rendre fibre rapide parce que la génétique ne va pas dans les mêmes sens. Donc, vous pouvez passer de fibre rapide à fibre lente. Vous pouvez être un bon coureur de sprint et puis devenir un marathonien tout à fait correct. Pas dans les meilleurs, mais tout à fait correct. Donc, passer de fibre rapide à fibre lente sous l'effet du milieu, ça fonctionne assez bien. Passer de fibre lente à fibre rapide, ça fonctionne pas bien du tout. Donc, dans un moment où on dit que tout le monde doit accélérer, quelqu'un qui est fibre lente, s'il veut vraiment chaque fois accélérer, il n'aura comme substrat quasiment que sa volonté. Il pourra un peu s'améliorer, sa puissance peut-être 20%, mais tellement d'efforts pour si peu d'amélioration. Donc, des fois, on pourrait peut-être trouver d'autres systèmes plus efficaces que de se dire qu'il faut toujours faire vite. Par exemple, vous pouvez être un très bon footballeur et puis aller vite en voyant bien. C'est ce que, par exemple, Iniesta disait, je suis tout petit, je suis pas rapide. Bah, comment j'ai pu m'en sortir? Bah, j'ai pu m'en sortir en ayant une vision qui était bonne, un sens tactique qui était bon. Dans les pays latins, on est très préoccupé par la vitesse qui vient du muscle. Par exemple, les Saxons, les Anglo-Saxons sont beaucoup plus préoccupés par la vitesse, qui est une vitesse de perception visuelle, cette de vista, de capacité à être au bon endroit, à voir les choses. Et là, vous pouvez donner de la vitesse au ballon sans aller vite vous-même. Voilà. Donc, il y a des effets génétiques et puis des effets de milieu. Alors, pour les fibres lentes et le féminin, vous avez dit que pour tirer plus loin, il faut un coup mais moins grand. Exemple, avec le golf, cela est-il transposable dans tous les sports? Non, j'ai pas dit, alors il faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit qu'il fallait faire moins grand pour aller plus vite. J'ai dit, quand le fait
d'aller tellement loin et tellement vite derrière, ça vous fait perdre l'équilibre, alors vous perdez l'équilibre, vous perdez la coordination et donc vous n'arrivez plus à produire de la vitesse. C'est juste qu'on ne dise pas que Cyril Gindre, il a dit qu'il fallait aller moins loin derrière pour aller plus vite devant. Ça, c'est tout à fait faux en soi. J'ai juste dit que si en pensant qu'en allant plus loin derrière en backswing et plus vite, vous pensez qu'à chaque fois ça vous amener à être plus performant sur la balle, plus vite sur la balle, eh bien, ce serait vrai dans le meilleur des mondes dans lequel ça n'impacte rien. Mais si vous venez impacter en faisant ça, vous faites ça. Vous partez en arrière, vous venez impacter votre équilibre, vous venez impacter un truc qui est tellement important que vous allez aller moins vite en voulant aller plus vite. Voilà. Donc, est-ce que c'est transposable à d'autres sports de balle comme le baseball? Eh bien, si on voit que dans votre mouvement, le fait de vouloir absolument chercher loin derrière, bas derrière, par exemple, vous fait perdre votre coordination, vous fait perdre l'équilibre, oui, c'est vrai. En revanche, si ça ne vous fait pas perdre l'équilibre, alors c'est faux. Donc, il faut bien comprendre cette hiérarchie des priorités qui est en jeu. Hein. Alors, Aude, est-il possible l'exercice de la chaise contre le mur serait plus facile à réaliser pour un terrien que pour un aérien? Alors, si on demande, il y a une notion de force hein, qui rentre quand même en jeu. Disons qu'il faudrait enlever le mur et puis plutôt demander de tenir en équilibre en position de chaise dans le cadre d'un cerveau qui a encore la relation avec la pesanteur. Et là, ce serait clairement plus simple pour un terrien que pour un aérien. C'est-à-dire un des tests des fois à détermination de terrien-aérien, on demande les personnes de se mettre en arrière puis on leur demande de venir se redresser pour repartir vers l'avant. Et on voit que les aériens ont besoin de se redresser beaucoup plus, de ramener leur poids un peu plus devant pour pouvoir redémarrer, alors que les terriens arrivent à pousser beaucoup plus depuis l'arrière. James, bonjour. Donc, adapter les entraînements en fonction de nos préférences motrices permettrait d'améliorer nos performances sportives. C'est ce que j'ai essayé de vous démontrer, James, effectivement. Quentin, les terriens sont plus à l'aise avec l'équilibre. Quel est le domaine des aériens? Alors non, là, je me suis mal fait comprendre. C'est tout le monde est à l'aise avec l'équilibre, mais c'est pas le même équilibre. Les terriens sont plus à l'aise avec un équilibre postérieur, quand leur poids est derrière. Les aériens plus à l'aise avec un équilibre antérieur. Les aériens génèrent un équilibre à partir de déséquilibres rattrapés. C'est du rebond sur l'avant. Les terriens génèrent un équilibre derrière à partir d'un ancrage. Donc, si on demande à un aérien d'être équilibré, il faut lui permettre à son modèle masse-ressort de fonctionner, mettre ses masses devant, et il s'active tout le temps comme ça, et en s'activant comme ça, il s'équilibre. Donc, il s'équilibre de la répétition, de tonicité de la chaîne poste, alors que le terrien, il vient beaucoup plus se mettre dans le sol, vient asseoir ses appuis, on a un stance qui est beaucoup plus large, faire de la flexion, amener son centre de masse plus proche de sol, et c'est sa manière de s'équilibrer. Donc, tout le monde s'équilibre très bien, mais la manière de le faire, donc les moyens utilisés, ne sont pas les mêmes. Sébastien, ceux qui aiment les raccourcis vont te dire que les aériens sont les meilleurs, vu tes exemples. Tous les aériens que tu proposes sont les numéros 1. Ah bon, il faudrait que je regarde si j'ai eu une erreur de choix, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Vous avez quasiment dans tous les sports les terriens et puis les aériens qui sont très très bons. Que ce soit en course à pied, il y a une tendance en revanche avec l'environnement, c'est que quand vous allez plus dans la durée, eh bien vous avez plus besoin d'être terrien, ça économise davantage. Quand vous allez un peu plus dans la vitesse, plus besoin d'être aérien. Mais si vous prenez par exemple sur le sprint, vous avez deux très bons sprinteurs qui étaient Bolt aérien, Blake terrien. Et dans les deux cas, c'est deux très bons sprinteurs. Le triple champion d'Europe du 800 mètres, c'est un terrien. Raonic, c'est pas un mauvais joueur que je sache. Donc il y a, vous voyez un peu tout. On peut pas dire tellement que les sports viennent sélectionner. C'est plus la manière dont je réalise mon sport. Parce que ma manière d'exprimer, c'était, vous pouvez avoir plusieurs routes en fait qui mènent à Rome. Et donc il s'agit juste de comprendre que quand je prends ma propre route, il y a plus de chances d'arriver à Rome. Mais le principe de sélection, il est très peu présent. Dans certains sports très marqués, mais très très peu présents. C'est beaucoup plus comment je me prépare pour arriver à ma haute performance. Un bug sur la conférence. Ah bon, il y a quelques petits soucis. Y a-t-il une corrélation systématique, c'est Joanne, entre tension, hypoextensibilité musculaire d'une chaîne musculaire postérieure chez un profil aérien plus ou antérieur chez un profil... Alors, est-ce qu'on va avoir plus de tension en schéma antérieur ou plus de tension en schéma postérieur? Je dirais non.
c'est en fonction qu'on soit terrien ou aérien. C'est une bonne question. On n'a pas d'éléments pratiques pour pouvoir répondre. Je dirais plus c'est de la proprioception. C'est vraiment cette capacité à venir réguler les changements d'équilibre, être beaucoup plus fin dans la manière d'utiliser ses muscles plutôt qu'un terme d'être plus tendu ou moins tendu. Alors, Leslie, avez-vous... Leslie, bonjour Cyril, bonjour Leslie. Comment différencie-t-on aérien, très aérien et puis moyennement aérien? Est-ce que le fait d'être élastique en pied ou en cuisse? Alors, je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que là, je ne l'ai pas abordé. Oui, c'est ça, c'est la notion de... On n'a en fait pas qu'une chaîne qui nous rend terrien aérien, on a plusieurs chaînes musculaires. Et donc, il y en a ceux, sans rentrer dans le détail de en cuisse, en pied, parce que ça, on l'aborde dans d'autres niveaux, eh bien, c'est ceux, quand vous les regardez bouger, sauf s'ils ont appris, parce qu'on leur a dit que c'était comme ça qu'il fallait faire, ben, c'est ceux qui viennent avec un corps beaucoup plus en extension, qui viennent beaucoup moins plier, puis qui viennent beaucoup plus rebondir sur le pied. Moi, je suis un aérien, mais je suis un aérien qui fonctionne avec certaines chaînes de flexion. J'ai la chaîne aérienne, mais j'ai d'autres chaînes qui sont des chaînes plus de flexion. Et bien, quand je cours, je pose le talon, comme la majorité des aériens d'ailleurs. Et puis, je viens plier la cuisse et je rebondis sur ma cuisse. Donc, je suis moins aérien que Jarod, qui lui va beaucoup plus rebondir sur son pied. Bien comprendre que le monde est un peu plus complexe que ce que je l'ai expliqué là. Et donc, il y a d'autres chaînes musculaires qui rentrent en compte. Ça, on les aborde dans le niveau 2, qui vont faire qu'on va être plus ou moins en extension. En fait, partout, c'est pour ça que je vous ai parlé des opposés puis du curseur. Partout, vous vous rendez compte que dans le vivant, et on a un problème avec le langage, parce que le langage, il vient poser une réalité, alors que le vivant, il fonctionne par curseur, c'est-à-dire par continuum. C'est continu. Vous avez des gens à 45, 55, vous avez des gens à 95, 5. Et donc, si on prend le schéma extension-flexion, eh bien, vous avez une continuité dans les manières de faire qui sont liées à des manières d'être engrammées, des chaînes musculaires qui ne sont pas les mêmes. Chez les jeunes sportifs 11-15 ans, faut-il aussi individualiser en fonction de leurs préférences? Faut-il mieux développer les deux préférences? Alors, c'est une excellente question qui a été posée par Sylvain. Donc, alors, pour la première manière de répondre, ce serait de dire, il y a un certain nombre d'études qui ont montré que quand on a un vaste capital et qu'ensuite on vient fitter et chercher un endroit qui est spécifique à la discipline, ça se passe plutôt bien. Après, ce qu'on observe, donc il faudra plutôt commencer à diversifier pour ensuite venir chercher son schéma le plus large, le plus étroit, là où on est le plus performant. Maintenant, quand on observe les performances sur une carrière, on voit le plus souvent, quand ça se passe bien, que les gens, ils viennent d'abord parce que le corps a besoin de faire des choix. Il peut pas, en fait, être en plein milieu tout le temps. C'est impossible. Les gens qui disent qu'ils font du 50-50 et puis que ça rend plus adaptable et puis comme ça on est meilleur, c'est pas vrai. Vous pouvez avoir le pied gauche de Maradona et puis être le meilleur joueur du monde. Pourtant, vous n'avez qu'un pied gauche, alors que tout le monde a deux pieds. Donc, il y a plusieurs manières d'être très bon. Il y a des manières très, ce qu'on appelle sportifs adaptés. Voilà, le syndrome du pied gauche de Maradona, et puis d'autres qui sont très adaptables. Ça va pas donner les mêmes types de joueurs. Et donc, le plus souvent dans une carrière, la personne d'abord se réalise dans ses préférences. C'est d'abord, il va jouer sur ses forces. Et comme nous sommes des animaux, eh bien, il n'y a pas de raison de changer avant qu'on n'ait pas eu des soucis. Donc, les soucis, ça peut être des blessures, ça peut être le fait que j'arrive plus, je suis lisible maintenant, les gens voient comment je fais, et puis donc, j'arrive plus à faire la différence. C'est plutôt des temps de vie où c'est des temps compliqués, puisque je n'arrive plus dans ma force. Et là, en général, ça s'appelle la condition de nécessité. Et face à la condition de nécessité, tous les animaux, en général, savent changer relativement vite. Donc, on voit plutôt d'abord l'expression de ses forces. Ensuite, je suis dans le mur dans mes forces, et donc il va falloir que j'apprenne à venir dealer avec mes faiblesses. Puis après, je deviens un nouveau moi-même, mélange de capacité de force et de faiblesse un petit peu plus adaptable quant à mes manières de faire. Disons que c'est des schémas de vie assez habituels. Mais il faut bien différencier que quand même, les gens qui sont au milieu du curseur, eux, ils savent faire d'emblée de la diversité, alors que les gens qui sont très marqués dans le curseur, eh bien, eux, ils vont devoir taper dans leur force, aller à la limite de leur force, et puis ensuite être capable d'intégrer parce que c'est plus compliqué pour eux. Alors, chez un coureur à pied, qu'est-ce que tu préconises au niveau de l'attaque du pied? Eh bien, je préconise que votre pied, vous le laissiez tranquille. Donc, vous le laissez réaliser, sauf si vous êtes blessé, bien sûr, là, il va falloir trouver des solutions. Mais cette notion d'attaque avant-pied ou d'attaque talon, déjà, chez les Caucasiens, on a un petit peu plus parlé dans la dernière conférence, c'est 90% de coureurs naturels talon. Et le talon, c'est tout à fait bon.
Le vivant n'aurait jamais permis que 90% des gens qui ont survécu jusque-là, ils le fassent en faisant n'importe quoi. Donc, si on est talon, c'est parce que c'est la meilleure manière de faire compte tenu de qui l'on est. Seulement 10% d'avant-pied. Très dépendant selon les ethnies. On a mené une étude en Malaisie, on était à 50-50. Même les sportifs au plus haut niveau, les coureurs au plus haut niveau, c'est entre 50 et 75%, 75% qui sont en talons. Donc, ce que je préconise, c'est laisser faire votre corps tel qu'il a besoin de le faire, renforcer ses qualités dans son schéma. Tant que vous ne rencontrez pas de difficultés, vous allez continuer de progresser. Et puis quand les difficultés arrivent, sous forme de non-progression, de fatigue, de blessure, eh bien, il va falloir trouver l'étape suivante. Là, on les aborde dans le cadre des formations digitales, on les aborde quand il y a les blessures. Les étapes suivantes, en général, s'inscrivent déjà dans notre schéma le long de ce qu'on appelle le cadran du mouvement. Donc, elles se font pas n'importe comment. Elles se font étape par étape en fonction de ce qu'est notre équilibre naturel. Donc, parfois, on peut être amené à passer de talon à avant-pied, parfois d'avant-pied à pied à plat ou plutôt à talon. Bien, tout dépend où vous en êtes dans votre existence. Mais de nouveau, c'est le même principe que ce que j'évoquais au début. Ne croyez pas quelqu'un qui vous dit que le talon c'est bon ou le talon c'est pas bon, et quelqu'un qui vous dit que l'avant-pied c'est bon ou c'est pas bon. Ça, c'est des espèces de leurres, des modèles, des moments en fait où on s'emballe sur quelque chose qui n'a absolument pas de sens. Alors, as-tu déjà travaillé les athlètes en ski de rando, ski alpinisme? Je creuse la tête depuis longtemps pour intégrer son approche dans cette discipline. Ben, Luca, écoute, on pourrait en parler. Hein, en général, c'est quelque chose, que ce soit en ski rando, que ce soit dans la descente ou dans la montée. Déjà, le schéma de cadence, il va parler tout de suite. Et puis, la manière d'exprimer, plutôt de la flexion, plutôt de l'extension, va s'exprimer. Mais ça, il faudrait pouvoir l'aborder. On va pas faire le ski rando ce soir, de manière un peu plus privée. Donc, n'hésite pas à me recontacter. Faut-il, dans certains cas, entraîner le terrien ou l'aérien dans sa préférence inverse afin de l'améliorer? Donc, c'est une question qui avait déjà été posée. Hein. Nous, on différencie des séances qu'on va appeler des séances spécifiques. Donc, c'est 100%. Ça peut être 100% de la qualité, ou ça peut être 100% spécifique à l'environnement. Puis, on va avoir des séances qui vont être, qu'on appelle orientées, qui vont être plutôt en 75%, 25%, et qui peuvent être orientées dans les préférences, qui peuvent être orientées dans le schéma inverse des préférences. Si je reprends Arnaud, la personne que je vais montrer, hein, par rapport au triple saut, ça fait 18 ans qu'il se blesse dans son schéma. Donc, quand je vous dis qu'on l'amène dans le sable, alors c'est quelqu'un qui est fait pour rebondir sur la piste, eh bien, je vous dis bien qu'on le travaille dans son système opposé. Donc, régulièrement, on a besoin. Pourquoi? Parce que le corps est arrivé au bout de ses forces. Voilà, Arnaud est arrivé au bout de ses forces d'extension. Il se blesse dans son extension. Il se blesse du côté de son extension quasi systématiquement. Il faut, pour qu'il continue de progresser, qu'il vienne dans son schéma de flexion. Donc, régulièrement, on travaille dans le schéma opposé. Différencier les motricités et savoir ce que vous devez être capable de faire, c'est deux compétences. C'est deux compétences que vous devez avoir au même niveau. Je suis capable de repérer le besoin de mon athlète et en même temps, je suis capable de comprendre le besoin depuis qu'il est né, comment il est organisé, puis en même temps de comprendre à un moment donné de l'histoire qu'est-ce qu'il a besoin de travailler en fonction de l'endroit où il est arrivé. Il lui reste encore des réserves de force ou alors il est au bout de ses forces. Et puis l'endroit où il veut aller. Il est clair qu'un aérien qui veut faire, si vous prenez Daen, c'est un aérien, mais Daen, c'est un aérien qui a arrêté le rebond, parce que si vous voulez faire des 160 km en bondissant, ça ne va pas le faire. Donc, il a été capable, en tant qu'aérien, de s'adapter à de la très longue distance. Et qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Ben, il a réduit une part de son schéma aérien. Il est devenu plus terrien, mais bien évidemment, par rapport à lui-même. Sa forme de corps est toujours celle d'un aérien. En revanche, il a enlevé le rebond musculaire pour pouvoir durer. Quel type d'exercice pour un aérien plus avec tendinopathie d'Achille chez qui, fatalement, protocole de Stanich augmente encore plus les douleurs qu'autre chose? Benjamin, je propose éventuellement que, comme on est dans un schéma performance, ben, si on a quelqu'un qui est en train de faire une tendon d'Achille puis qui est aérien, en général, ça veut dire qu'il faut le ramener légèrement plus dans la flexion. Je propose des questions sur la partie blessure, comme on avait déjà fait un petit peu ça, donc n'hésite pas de nouveau à me renvoyer, à poser des questions par ailleurs, mais je vais essayer de rester un peu fixé sur la performance. Avez-vous des exemples de motricité par rapport au basketball? Ben, il y en a des exemples de motricité dans tous les sports. Air Jordan, c'est un terrien. Donc, si vous pensez qu'un terrien, c'est quelqu'un qui décolle pas du sol, ben, vous prenez Jordan, par exemple, et vous allez avoir un terrien. Il y a basketteur qui vient de mourir dans un crash d'avion et qui était dans un schéma aérien. Donc, en fait, de nouveau, on voit toutes les qualités s'exprimer.
Donc, pourquoi Jordan, alors qu'il est appelé Air Jordan, on peut dire maintenant c'est un terrien, parce que ce qui nous intéresse, c'est pas le temps qui passait en l'air, parce que le temps qui passait en l'air, c'était dépendant de ses fibres rapides. S'il sautait aussi haut, c'est d'abord parce qu'au niveau énergétique, il est en fibre rapide. Et la manière dont il va venir impulser ses gestes. On voit des gestes d'un terrien, il vient impulser dans une vraie flexion. Donc, il monte haut sur la part énergétique et il monte pas haut, juste sur une part musculaire liée au rebond. Est-il possible, du coup, d'intégrer une détente dans le profilage d'un sportif? Oui. En fait, chaque geste qu'une personne fait, une fois que vous avez appris à le décrypter, un aérien, il fait pas une détente comme un terrien, et puis quelqu'un qui est fibre rapide fait pas la même détente, il va pas à la même hauteur que quelqu'un qui est fibre lente. Voilà, c'est donc de nouveau l'expertise consiste à être capable de venir prendre un ensemble de paramètres qui vont faire que on arrive à différencier un aérien qui fait une thèse détente, vous allez voir, qui va moins plier. Et puis, il va atterrir beaucoup plus sur l'avant-pied. Un terrien, il va davantage plier en moyenne, davantage plier ses cuisses, et puis il va davantage arriver avec une pression plus importante sur les talons. Donc, on va déjà repérer le plus souvent sa motricité. Puis, s'il va haut, sans produire d'effort, on voit avec la tête, c'est pas crispé, eh bien, on voit que c'est quelqu'un qui a fibre rapide en accélérant. Et puis, s'il fait puis qu'il reste sur place, eh bien, il est plutôt fibre lente. Donc, oui, ça donne... c'est une manière très simple d'avoir déjà plein d'idées sur le besoin de la personne. Sébastien, c'est une question, Sébastien. Ceux qui ont déjà fait le niveau 1, 2, 3 peuvent avoir la formation digitale. Alors, avec un petit, mais non, mais en fait, vous envoyez un mail à Thibaut, thibult@volodalen.com, et puis, si vous avez déjà fait la formation en présentiel, eh bien, vous avez une réduction de 100 € sur la formation en digital. Et c'est valable pour tous ceux qui ont déjà fait du présentiel. Bonjour Cyril. Est-ce que la planification en termes de charge d'entraînement sera différente entre un terrien et aérien? Par exemple, en triathlon, on utilise la planification à charge progressive. Eh bien, Sophie, ce que tu dis, c'est que tu utilises une planification plutôt en mode terrien. La planification traditionnelle, il y a en fait ce qu'on appelle la planification de la pyramide. C'est-à-dire que le schéma traditionnel de planification, c'est un schéma terrien. On dit qu'on a une pyramide, qu'on a une base à la pyramide. Cette base, c'est le volume. Et qu'il faut ensuite monter l'intensité. Mais que si vous n'avez pas fait le volume, eh bien, vous ne pouvez pas porter l'intensité. On n'en sait rien, mais bon, on raconte ça. Et ça, c'est très terrien. C'est-à-dire les gens qui sont terriens, si j'exprimais pour Christophe, c'est d'abord des gens qui implémentent du volume. C'est d'abord des gens qui se sentent bien à faire des grosses séances. Et puis après, ils peuvent monter l'intensité, mais spontanément, ils vont pas aller chercher l'intensité. Je parle, attention, à même fibres musculaires, parce que les fibres musculaires ont une grande importance. Les fibres musculaires rapides ou lentes ont une grande importance. Mais si on prend que la motricité, la planification traditionnelle, je vais du volume à la qualité, donc à l'intensité, et je fais plutôt du très progressif avec des grands cycles, je redescends un grand cycle, eh bien ça, c'est plutôt des planifications type terrienne. Vous avez bien compris que l'inverse vaut plutôt pour les aériens. C'est-à-dire on commence plutôt par de la qualité. Donc on prend la pyramide et puis on l'inverse et on passe de la qualité à la quantité de qualité. Le schéma aérien a une tendance, à même niveau musculaire bien sûr, a une tendance à être plus qualitatif. Et puis avec des planifications qui sont plutôt, comme le mouvement aérien, qui sont plutôt en haut-bas. Donc plutôt des alternances plus prononcées de cycles. On explique un petit peu tout ça dans la formation, les types de planification, les types de qualité à utiliser. Je suis coach sportif. Pensez-vous que l'épreuve motrice s'applique à des clients qui ne cherchent pas forcément la performance? Mais ça s'applique à tout. Ici, au labo, on a beaucoup... Bien comprendre que, je vous ai dit, sur le schéma animal, c'est comme s'il y avait une unité entre nos manières de bouger, les manières de penser, nos besoins, la manière d'apprendre, nos émotions. Une fois qu'on a compris que cette unité était à l'œuvre, eh bien, ça s'applique à tout ce qui fait votre quotidien. Ici, au labo, on suit un grand nombre de personnes qui sont très peu sportifs, plein de gamins qui ont des soucis d'apprentissage, qui font de la dyslexie, qui savent pas lire, qui savent pas se concentrer, et en fait, par le mouvement, on leur permet de mieux apprendre. Parce qu'on se rend compte que le plus souvent, quand vous avez des difficultés d'apprentissage, quand vous avez des difficultés de blessures alors que vous n'êtes pas sportif, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose qui se met à dérailler dans votre motricité. Ça se joue d'abord dans la motricité, ça monte dans un schéma émotionnel et puis ça vient dans la cognition. C'est bien dans ce sens-là. On a une publi qui va bientôt, qu'on va bientôt soumettre, qui montre, c'est très étonnant, mais qui montre que
les réponses en termes cognitifs des personnes sont corrélées aux paramètres biomécaniques pendant qu'ils courent. Quand je vous dis ça, vous allez dire, mais il est fou le gars. Mais non, une fois qu'on a recompris ces liens qui avaient été cassés, eh bien, on comprend qu'à partir de notre motricité, c'est tout notre être qui vient s'étaler, qui vient exprimer ses compétences et ses incompétences. Donc, bien évidemment que ça vaut pour les gens qui ne sont pas sportifs. Là, je parle beaucoup sportifs parce que c'est notre métier d'origine. Travaillez-vous avec d'autres méthodes? Alors, encore deux questions. Que l'échelle subjective des scores afin de déterminer les profils moteurs, par exemple. Y a-t-il des différences significatives entre les performances en drone jump, en squat jump, selon les préférences motrices? Alors, c'est une bonne question, Thibaut. En fait, c'est ce que j'appelle l'approche 360 degrés. En fait, quand vous venez comprendre le schéma des préférences, eh bien, vous essayez d'éclairer la personne, non plus par un test, mais par un ensemble de manières de voir, par un ensemble d'observables, par un ensemble de tests. On en a vraiment plein. Et puis d'observables qui vous permettent de dire, tiens, cette personne s'exprime plus en terrien, en aérien, mais aussi de comprendre en contexte. Il y a des fois des gens qui, contextuellement, vous les amenez sur une piste, ils se comportent comme des aériens. Vous les amenez sur un peu de mou, ils se comportent comme des terriens. Donc, ils nous montrent qu'ils sont aussi très contextuels dans leur manière de faire. Donc, oui, il y a un ensemble de tests, c'est innombrable, la quantité d'observations qu'on pourrait donner, la quantité de critères d'observables, la quantité de réponses dans les manières de courir, dans les manières de marcher, dans la manière de se tenir en posture qui vous permettent de déterminer, dans la manière d'écrire, dans la manière d'empoigner un objet qui vous permet de déterminer les différences entre terrien et aérien. Alors, Mathieu, c'est pas une question, Cyril, mais je découvre à chaque fois un peu plus dans tes conférences. Bravo, merci Mathieu. Alors, une dernière. Bonjour, c'est Sylvain. En football, on demande souvent au gardien de but de basculer vers l'avant. Si je comprends bien, la différence entre terrien et aérien, c'est donc une erreur. Cela signifie donc que pour un terrien, il vaut mieux se mettre en flexion vers l'arrière pour optimiser son équilibre. Sylvain, tu as un peu tout compris. C'est typique, alors ce sera magnifique de s'arrêter sur cette question, parce que c'est typique des manières de voir, j'appelle en type ingénieur. Pourquoi tous les coachs du monde demandent aux gardiens de but de venir se projeter sur l'avant quand vous avez un attaquant qui arrive? Parce qu'ils raisonnent comme des ingénieurs, et donc en soi, c'est pas bête de raisonner comme ça, si on ne comprend pas ce qu'est le corps. Pourquoi ils disent d'être sur l'avant? Donc, parce que si vous avez un attaquant qui arrive ici, et que moi je suis comme ça, si je mets mon centre de masse en arrière, on comprend bien que ça ouvre l'angle de but pour mon attaquant. Alors que si je viens faire ça, eh bien, ça diminue son angle de but. Donc, selon une analyse externe, et c'est pour ça que ça s'est imposé, il est cohérent que quasi la totalité des entraîneurs de gardiens demandent aux gardiens de pouvoir se propulser très vite sur l'avant pour réagir et en même temps pour réduire l'angle de but. Ça, c'est selon la théorie, donc une approche externe, une approche ingénieure. Maintenant, comment un gars comme Mandanda, chaque fois qu'il se retrouve face, alors que c'est pas un mauvais gardien, chaque fois qu'il se retrouve face à un attaquant, il va faire l'inverse, exactement ce que tu dis, Sylvain. C'est-à-dire, il se met en flexion et puis il met son poids complètement sur l'arrière. Et d'ailleurs, si vous regardez, le plus souvent, il va venir faire son saut, il va le faire en arrière, comme la plupart des gardiens terriens. Vous avez la même chose pour le gardien de l'équipe de Belgique. Vous verrez beaucoup moins Neuer, gardien de l'Allemagne, faire ça. Lui, il va faire exactement l'inverse. Et pourquoi? Exactement pour la raison que tu l'évoques. C'est-à-dire que les terriens, face à une situation de difficulté, ils ont besoin, indépendamment de la réalité externe, ils ont besoin de se mettre en arrière, parce que quand ils se mettent en arrière, ils sont coordonnés, donc ils peuvent voir, ils sont coordonnés, équilibrés, ils peuvent voir, et donc ils sont puissants pour venir arrêter le tir. Donc ils préfèrent même se mettre, selon une analyse mécanique, ils préfèrent mettre se mettre dans une situation de plus grande difficulté vis-à-vis d'une compréhension externe de l'environnement. Pourquoi? Parce que la facilité que ça leur apporte en interne est plus grande. Donc ils choisissent leur corps plutôt que l'environnement. C'est pas toujours le cas, hein, mais dans le cadre des gardiens, c'est typiquement ça. Mais ce que tu viens de dire, Sylvain, pour les gardiens, on peut le faire pour tous les sports, pour toutes les motricités à travers le monde. Voilà, je suis désolé, j'ai pas pu prendre, on a beaucoup de questions, vous étiez nombreux, chaque fois ça interagit beaucoup. Vous êtes encore plus de 300 en ligne là. Merci d'avoir suivi cette conférence, j'espère qu'elle vous a plu. Donc, vous avez toujours à disposition, à partir de maintenant, pour les 48 heures qui viennent, vous avez toujours à disposition cette offre qu'on vous a faite et puis qui prendra fin à la fin du week-end.
et qui est une offre qui vaut, j'ai oublié de le dire, qui vaut pour cette nouvelle formation qui vient d'arriver, qui est la formation dédiée aux professionnels du sport, aux gens qui aiment le sport et puis la performance. Donc, formation digitale, je répète, formation de 6 heures, qui compte à peu près 12 heures de temps de formation. Mais l'offre avec le bouquin qui est proposé gratuit dans le même temps, donc je envoyé entre le 15 et puis le 20 mai, et bien, elle vaut également pour ceux qui reprendraient les 2 formations qu'on a déjà fait, c'est que la formation niveau 1 podologie et préférence et la formation niveau 1 pour kiné, ostéo, médecin du sport, formation niveau 1 qui est liée à Kiné Plus, celle qu'on appelle Kiné Plus et préférence. Voilà, merci encore d'avoir été là. Bonne continuation, tout bon week-end, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire, on a toujours besoin de votre retour. Encore merci, à bientôt, au revoir.